faut tenir le crayon comme ça, et puis faire ci, et puis faire ça. Eh bien oui, bonne chance. Mais moi je m'en fous, je peins ce que je veux sur la toile. Tu sens que t'es à côté de la plaque là? Pardon. En tout cas, on n'a jamais reçu de plainte. Ah bah c'est dommage. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je dois bien avouer que j'ai peur. Bah vas-y, fais ce que tu veux. Vous écoutez le podcast Ni Vu, Ni Connu, l'émission des INTJ et des INFJ qui veulent mieux comprendre leur personnalité et se sentir moins seul au monde. Un vendredi sur deux à 22h, venez écouter nos introspections révélées, nos conversations capturées et nos rencontres avec les abonnés. On parle MBTI et on met les points sur le NI. Bienvenue, je suis Fabienne de psychopersonnalité.com et je suis INFJ. Et je suis La Chouette, l'auteur du blog L'Entre de la Chouette, et je suis INTJ. Au programme aujourd'hui, comment faire quand on ne parvient pas à exprimer tout par la parole? Comment réussir à extérioriser tout ce qui est enfoui en nous? Selon vos témoignages, l'expression artistique semble être une réponse adaptée et même obligatoire. Ça tombe bien, pour nous aussi, et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Parler, communiquer, exprimer votre ressenti, vos émotions, à l'oral, avec votre voix. C'est facile ça pour vous? Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'a jamais été. Et c'est très embêtant quand on veut nouer des liens avec les autres. On se sent maladroit, inadapté et surtout bien isolé. En plus, pendant ce temps, le monde vous perçoit comme une créature asociale. Quelle cruelle ironie, non? Quand j'étais à l'école maternelle, je ne parlais pas. Je m'installais seule, dans un coin, et j'observais les autres sans oser m'en approcher. Et pour faire mine d'être occupée, je griffonnais de manière obsessionnelle sur une feuille de papier, avec un seul crayon, le noir. Je suppose que je devais être inquiétante parce que personne ne venait vers moi non plus. Tu m'étonnes, entre une gamine qui rigole et qui sautille dans la cour de récré, et une autre planquée dans l'ombre, le regard sombre, qui ne dit rien et qui ne sourit même pas, le choix est vite fait. Un jour, mes parents ont eu une idée. Aujourd'hui encore, je les remercie sincèrement d'avoir eu cette illumination qui a probablement changé ma vie et mes relations. Ils m'ont offert un petit piano électrique, j'avais 5 ans. En quelques jours, j'ai appris à jouer des morceaux simples. Ensuite, j'ai apporté mon piano à l'école, puis j'ai joué devant toute la classe. Les autres enfants m'écoutaient et me regardaient. Ils avaient l'air contents. À ce moment, il s'est passé un truc complètement dingue et magique. Je venais de créer des liens avec les autres, sans même devoir parler. Oui, j'avais enfin trouvé un canal de communication, la musique. Aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, la musique est encore et toujours mon canal idéal pour les connexions émotionnelles. Mais pas seulement. La musique, c'est aussi le meilleur moyen que j'ai trouvé pour assumer ma part d'ombre. Mon projet solo, par exemple, c'est la musique de mon intuition introvertie. Je convoque mes profondes introspections et j'exorcise mes démons vitales. Mon projet de groupe, c'est plutôt la musique de mon sentiment extraverti. Je crée des connexions avec les autres membres et avec le public. C'est un troc d'émotions positives en quelque sorte. Mais quand j'y pense, ce groupe sollicite toutes mes fonctions en fait. Avec NI, j'ai une vision claire du concept et je sais exactement vers quelle direction je veux mener le projet. FE, comme je l'ai dit, se charge de la partie connexion et émotion. TI apporte le cadre, la rigueur et la précision nécessaires pour apprendre un répertoire chanté en 20 langues différentes et rester tous synchronisés sur des rythmes parfois complexes. Et puis, grâce à ce groupe, j'ai dû apprendre à utiliser SE. C'est pas rien. Incarner ce corps, enfin, m'ancrer dans le présent, regarder les gens, projeter ma voix vers eux, gérer mes déplacements, occuper l'espace, prendre ma place. Oui, finalement, ce groupe est peut-être ce qui représente au mieux la complétude de ma personnalité. Quant à la musique, que serait devenue ma vie sociale sans elle? Aujourd'hui, comme à la maternelle, elle a sauvé ma peau. C'est très bien, oui, sauf qu'entre les deux, il y a eu un énorme creux. Je suis une artiste. Ça aurait été plus simple si j'avais été une scientifique, une sportive ou une bricoleuse.
Et je peux être ces choses-là en certaines occasions. Mais en mon fort intérieur, que je le veuille ou non, je suis avant tout une artiste. Vous en connaissez beaucoup, vous, des INTJ artistes ? Des INTJ qui assument sans problème d'écrire des histoires ou de barbouiller des toiles toute la sainte journée, en survivant grâce aux ressources des autres ? Eh bien, moi non plus. Et il y a une explication parfaitement logique à cela. L'art, c'est tout le contraire de ce que je recherche au niveau professionnel. L'inspiration est un carburant instable, imprévisible. Ça va, ça vient, je ne peux jamais savoir dans quel état elle sera demain. Comme la qualité de la lumière qui frappe le chevalet. Il y a des jours avec et des jours sans. Je pourrais anticiper, forcer et combler avec de la technique. Si aujourd'hui l'inspiration n'y est pas, alors aujourd'hui je ne ferai rien de constructif. L'art, ça te hante. Ça pénètre la moelle de tes os et ça envahit ton cerveau, 24 heures sur 24. Tu te creuses sans cesse la tête, tu travailles d'arrache-pied pour sculpter le texte ou habiller la toile. Et à la fin, si tu es chanceux, on te paye une bouchée de pain. Que vas-tu faire ce mois-ci avec tes revenus ? Manger ou payer les factures ? Tu vis souvent d'allocation ou au crochet de quelqu'un. J'espère qu'être autonome, ça ne compte pas trop pour toi. Oups, c'est vachement important pour un INTJ. Bon sang, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi c'est tombé sur moi ce truc ? En vérité, on ne choisit pas d'être un artiste. On peut seulement choisir de lutter contre sa nature, jusqu'à ce qu'elle nous épuise de ses appels incessants. Le besoin de créer, chez moi, c'est viscéral. Ça me surplombe, ça me cloue au sol, pieds et poings liés. Certaines femmes ont la folle envie d'avoir un bébé. Moi, je veux à tout prix enfanter des livres, des tableaux, des mots et des couleurs. J'ai besoin que les visions qui éclosent dans mon esprit finissent par se matérialiser entre mes mains. Je veux humer l'odeur des pages de mon livre, examiner la reliure, souffler sur la poussière de pastel, nettoyer mes outils. Mon axe NISE doit se réaliser, coûte que coûte. Pour moi, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Une force motrice d'une intensité incroyable, certes, mais aussi une injonction intérieure qui pèse un peu trop fort à mon goût dans mes décisions. Maintes fois, j'ai tenté de fuir ce destin. Je me suis tellement brûlée en tirant sur les liens, en prétextant que tout ceci était une erreur. Foutue passion. Aujourd'hui, après un burn-out et des épisodes dépressifs, je ne peux plus me mentir à moi-même sur ce sujet. Je suis faite pour ça, point barre. Peu importe les détours que je prendrai, je finirai toujours au même point, juste un peu plus fatiguée. Le constat est encore douloureux par moments. Commencer à accepter ma nature a demandé un gros travail personnel, et celui-ci est loin d'être terminé. Ma pensée extravertie me met des bâtons dans les roues, mais il se pourrait aussi que la solution vienne d'elle, en grande partie. Imaginez le tableau, je me pointe à l'école des grands et plus tard à mon travail avec un piano électrique sous le bras. Et à chaque fois que je veux créer un lien avec quelqu'un, je me mets à jouer quelques notes. Surréaliste, non ? Bon, j'ai pas osé tenter l'expérience. À la place, je suis revenue au silence. Le silence, en fait, c'est juste une apparence. Parce que dans ma tête, c'est une succession de conférences, des réunions, des discussions, des conversations, des colloques, des séminaires, des dialogues, des monologues, des congrès, des débats, etc. et blablabla, et ça ne s'arrête pas. Vache, mais qu'est-ce qu'il cause, ce cerveau ? Oh oui, mon NI est bavard comme une pie, une pipelette sans limite. Problème numéro 1, FE veut partager tout ça avec quelqu'un. Problème numéro 2, comment partager tout ça en mode silencieux ? À la sortie de la maternelle, mes camarades de classe s'en donnaient à cœur joie avec leurs briques de Lego. De mon côté, j'avais découvert un autre jeu de construction très amusant. Assembler des lettres pour fabriquer des mots, des phrases, des textes et aujourd'hui des pavés. Oui, j'ai tout un stock de blocs en vrac. Après quelques échanges épistolaires avec moi, vous aurez largement de quoi réhabiliter la voie romaine entre Reims et Trèves. L'écriture, quelle merveilleuse invention, quel fabuleux mode d'expression, quelle puissance de connexion. Tout ce qui est compliqué à verbaliser, je peux le rédiger. Des pensées, des idées, des révélations à ne pas oublier, je peux les noter. Une envie de faire sourire ou des émotions qui ne veulent pas sortir, je peux les écrire. Un sujet à creuser, à développer, à recreuser et à redévelopper, je peux tartiner. Oh mais quel bonheur, cet alphabet est mon sauveur. Alors oui, depuis que je suis petite, j'écris sans compter des lettres illustrées avec des petits dessins pour ma sœur, un journal intime pour moi, des textes de chansons pour les gens. Pas tellement de fiction, non, juste quelques nouvelles à l'occasion. Plutôt des réflexions. Un essai sur la non-binarité, commencé il y a 20 ans, mais jamais terminé.
pour cause d'impossible exhaustivité. Et aujourd'hui, des articles de blog, des scripts de vidéos et des courriers électroniques. J'ai un faible pour l'écriture musicale, c'est vrai. Les rimes, les rythmes, les pieds, les sonorités, j'aime quand ça sonne à l'oral. Avec NITI, je deviens fétichiste de l'écrit, sensible au choix des mots, à la structure et surtout à la subtilité des idées développées. Avec FE, je joue sur la forme pour rendre l'expérience de lecture agréable aux yeux de mon correspondant. Format, ponctuation, effet de fonte et espacement. Expression, connexion, émotion, réflexion, libération, séduction, persuasion, revendication, création, récréation. Si comme moi vous n'êtes pas une pro de la parole, vous le savez, nos meilleurs alliés sont bien la plume ou le clavier. Parce que très franchement, la puissance de l'écriture est tout bonnement sans commune mesure. Les artistes sont mésestimés dans notre société. Quand on nous demande notre profession et qu'on répond « je suis écrivain, je suis dessinateur » ou bien « je suis musicien », on nous renchérit généralement « et sinon c'est quoi ton vrai métier ?» D'ailleurs, quand on est travailleur indépendant dans un milieu plus ou moins artistique, il est fréquent que les clients s'étonnent que nos services aient un coût monétaire. Pour eux, l'art c'est seulement une question de passion. C'est gratuit la passion, non ? Un artiste, c'est un doux rêveur qui met 3 coups de pinceau sur une toile et ne se nourrit que d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas ? Quand on leur explique que la passion c'est merveilleux mais que ça ne remplit pas notre frigo, certains ont encore le culot de dire « ça va si je vous paye en visibilité ?» Sous-entendu « excusez-moi, je préfère garder mon argent pour de vrais prestataires ». On se sent pris de haut, comme des gamins de maternelle qu'on félicite pour leur gribouillis. Ils s'imaginent que c'est facile de faire ce qu'on fait, c'est à se demander pourquoi ils ne s'en chargent pas eux-mêmes. Je peux vous dire que des gens qui savent écrire un texte avec une syntaxe claire, des informations cohérentes et une vraie sensibilité à la musique des mots, je n'en croise pas à tous les coins de rue. Cela dit, il est vrai que nos métiers sont dispensables. En cas d'effondrement de la société, ce qui risque fortement d'arriver dans les prochaines décennies, nous ferions partie des personnes les plus inutiles. On ne sait pas cultiver la terre, ni soigner les malades, ni construire des maisons, ni même trifouiller un branchement électrique. J'en ai bien conscience et c'est un fait difficile à avaler pour un TE auxiliaire. Ma vocation est incompatible avec mon besoin d'être concrètement utile. C'est pourquoi j'ai longtemps essayé de m'en détourner. L'opinion populaire à laquelle ma pensée extravertie et sensible ne m'a pas aidé non plus à m'assumer. Plus ou moins inconsciemment, j'ai développé quelques compétences pratiques à côté. Cela va du travail du bois au combat à main nue en passant par la communication en morse. Je suppose que ça me tranquillise. J'ai peur de n'être que ce que la société dit de moi, c'est-à-dire une pauvre âme écorchée qui n'a pas su trouver un métier digne de ce nom. Naturellement, je me suis aussi demandé ce que l'art pouvait apporter dans une situation de crise. J'en suis venue à la conclusion qu'en fait, l'humanité a besoin des artistes plus que de l'art. Nos romans et nos expositions ne sauveront personne de la famine. Par contre, depuis l'apparition des premières formes de culture, les groupes humains ont toujours comporté des esprits déviants. Les artistes en font partie. S'ils n'ont jamais disparu après des millénaires, on peut supposer qu'ils ont leur utilité. D'ailleurs, à travers les lieux et les époques, on octroyait parfois aux atypiques un statut social à part entière. Les chamans, les médiums et autres fous du village pouvaient ainsi participer à la vie du groupe, à leur manière. Après tout, tant qu'on identifie des déviants, c'est bien la preuve qu'une norme existe, donc que le groupe est solide. Ils ont beau dire, les gens sont rassurés que des profils comme le mien existent. Tu sais quoi ? Aujourd'hui, je dois bien avouer que j'ai peur. Pourquoi ? Parce qu'on s'apprête à parler de notre implication dans l'expression artistique, ça veut dire qu'on arrive dans le domaine de la passion. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand on est dans la passion ? On perd la notion du temps. Donc là, je me demande si on n'est pas parti pour un épisode qui va durer genre 4 heures. T'as prévu un pique-nique ou des vitamines pour tenir le coup ? Ça va, j'ai bien mangé avant, donc ça devrait le faire. Tant mieux. Bon, heureusement pour vous qui écoutez, au moment où vous écoutez, vous avez déjà la réponse. Vous voyez précisément la durée de l'émission. Mais nous, là, au moment où on enregistre, on n'en a strictement aucune idée. Du coup, voilà, assez parlé. On y va tout de suite. Je suis une artiste, ce sont les premiers mots de ton introspection. Alors, le terme artiste fait partie de ces mots dont le sens peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Et donc, pour toi, c'est quoi être artiste ? J'ai trouvé une super définition qui résumait beaucoup ce que je pensais à ce sujet. Ouais. Alors, je vais la lire. En fait, c'est une définition qui est dans la Désencyclopédie, qui est une sorte de parodie de Wikipédia. Et donc, je vais donc citer. Alors, d'après la Désencyclopédie, un artiste est une personne atteinte d'artisme, une maladie psychologique issue de la combinaison contradictoire entre un surgonflement de l'ego et un manque de confiance en soi. Ah, j'adore. Cette attitude se perçoit, par exemple,
dans la création d'une œuvre que l'artiste tente vainement de justifier par un message à faire passer et qui en réalité n'intéressera personne, sinon les autres personnes atteintes de la même maladie. Et cette définition m'a fait beaucoup rire, parce que... c'est tellement ça, quoi. C'est tellement oui, ça. Oui. Bon, après, il y a tout un développement sur comment parler à un artiste sans le vexer, mais bon, je vais vous l'épargner. Je vous conseille d'aller le lire, parce que c'est vraiment hilarant, enfin, tant qu'on a un peu d'autodérision, en tout cas. Ah ouais, déjà, j'adore le terme désencyclopédie. Oui. J'adore ce terme. Ça désinforme les gens, on va dire. Ou pas. Mais j'aime beaucoup l'expression « être atteint d'artisme », parce que c'est vraiment comme ça que je le vis, en fait. Ça va être une façon particulière de voir le monde qu'on va essayer d'exprimer à travers ce qu'on fait, mais du coup, c'est pas forcément quelque chose qui rentre dans l'art de manière académique, quoi. Si une personne, elle trouve qu'elle fait de l'art avec les chiffres sur son tableur de compta, de son point de vue, c'est de l'art, et puis voilà, personne pourra lui retirer ça. Mm-hmm. Mais du coup, ça fait que finalement, on peut pas déterminer dans l'absolu si un truc relève de l'art ou pas. Enfin, je vois des gens, des fois, s'écharper pour déterminer si tel truc ou pas est de l'art, mais... Pour moi, ça dépend plus de l'intention qu'on y met que de l'objet en soi, en fait. C'est une question assez insoluble, je trouve. Ah oui, c'est pour ça que moi je te demandais ton point de vue à toi. Je sais très bien qu'il n'y a pas une réponse universelle pour ça, mais c'est vrai que chacun a sa conception de la chose. Et pour moi, être artiste, c'est une combinaison de 3 conditions. En résumé, c'est vision plus concrétisation plus diffusion. Parce que je trouve que s'il manque un des 3, pour moi, en tout cas, c'est pas une production artistique. C'est autre chose. Certes, mais que je n'assimile pas à une démarche artistique. En fait, moi, je fais une distinction entre être artiste et s'inscrire activement dans une démarche artistique, tu vois, c'est-à-dire agir pour faire en sorte que la création artistique soit diffusée au public, pour pouvoir proposer la vision qu'on a à ce public. Et donc, finalement, pour moi, c'est ce qui va donner le sens à la démarche. Max, 40 ans, INTJ. Je touche un peu à tout, même si je fais principalement de l'écriture et de la photographie. J'utilise l'art de 3 façons différentes. D'abord comme une soupape de sécurité qui me permet d'évacuer des émotions ou des pensées trop envahissantes. Ensuite, et parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, pour essayer de me comprendre moi-même, je lâche le crayon à mon inconscient, il crache ce qu'il a à cracher, et ensuite je peux prendre du recul sur ce que j'y trouve et m'auto-analyser. Et enfin, pour partager ma perception du monde, mes expériences de vie et les leçons que j'ai pu en retirer. Pour résumer, et pour finir sur une note un peu rigolote, je voulais vous raconter un petit truc. Il se trouve qu'à chaque fois que l'on me demande ce que représente l'art, il me vient toujours la même chose en tête. C'était un épisode de Buffy la tueuse de vampires. Le musical de la saison 6 nommé Once More with Feeling. Dans cet épisode, les personnages doivent faire face à un démon broadwayskien et jazzman classe, dont l'enchantement les force à devoir exprimer leurs véritables sentiments sans filtre et en chanson, sous peine de combustion spontanée immédiate. Leurs émotions et ou pensées non avouées et reniées, les consumant tout simplement de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à part un petit tas de cendres. C'est ça l'art pour moi. C'est un petit feu qu'on sort de soi. Tu dis aussi, les groupes humains ont toujours comporté des esprits déviants. Les artistes en font partie. S'ils n'ont jamais disparu après des millénaires, on peut supposer qu'ils ont leur utilité. Alors j'aimerais bien savoir quelle est, selon toi, l'utilité des artistes et, pour prolonger la réflexion, l'utilité des esprits déviants et autres profils atypiques tels que nous et tels que les personnes qui nous écoutent. Je pense que les gens, ils ont besoin de déviance pour être rassurés sur leur normalité. Enfin, quand je dis normalité, c'est dans un sens statistique, parce que la normalité, dans l'absolu, ça veut rien dire. On l'est tous et personne ne l'est, normal. Mais quand il y a un mouvement dominant, le fait qu'il y ait quelques personnes qui aillent à contre-courant, finalement, ça rassure les gens, parce que ça leur rappelle en fait qu'ils sont justement dans le mouvement dominant, qu'ils ont une certaine stabilité. Et s'il y avait jamais ça, en fait, je pense qu'ils finiraient par s'ennuyer ou par oublier la chance qu'ils ont éventuellement de vivre dans un endroit, dans une société qui est relativement stable, quoi. Ah merci de le rappeler. Et ça me rappelle en fait une légende que j'avais entendue en Aveyron, dans le Larzac plus précisément. Alors c'est celle de la Fadarelle. En fait, la Fadarelle, c'est le nom qui donne aux fées en fait dans le coin. Et il y a plusieurs siècles, dans les villages, quand un bébé naissait,
et qu'il avait une particularité, par exemple, il avait un retard mental, ou il était autiste, ou il était particulièrement moche, enfin voilà, il détonnait, quoi. Et ben en fait, on disait que c'était une fadarelle qui avait kidnappé le bébé et qui l'avait remplacé par le sien, et donc on appelait ces enfants des enfants de fadarelle. Et du coup, ça permettait de rejeter la faute sur quelque chose d'extérieur et pas sur les parents ou sur l'enfant, et du coup, ça faisait que l'enfant était accepté socialement, même s'il était bizarre et qu'il choquait un petit peu les gens. Ah. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que la fadarelle, c'était une version locale du changelin, qui est un elfe ou une fée qui va remplacer les bébés humains par les siens ou par un bout de bois ensorcelé ou par autre chose, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui se retrouve dans toute l'Europe. Il y en a en Irlande, en Allemagne, il y a plusieurs versions en France qui existent. Et en fait, j'ai l'impression que ce truc, c'était vraiment un prétexte pour justifier la différence chez les gens. Je me demande si c'est pas le genre de mythe qui a été inventé justement pour donner une place officielle aux gens un peu déviants en fait dans les villages. Très intéressant. Parce que finalement, ils étaient bizarres, mais on disait non, mais c'est parce que c'est un enfant de troll ou d'elfe ou de ce que tu veux, et du coup voilà, c'est normal, on le prend comme il est, c'est pas de sa faute. Et ben voilà, je vous annonce qu'on est tous des enfants de trolls. Ça le fait. Bonjour, je m'appelle Claire et je suis INFJ. Je suis artiste peintre. Je peins des toiles dans le style abstrait et romantique. J'aime bien mêler les deux styles à la fois sur la même toile. Je peins depuis toute petite. Ça m'est venu naturellement et ça a toujours été une forme d'expression intuitive chez moi. Je cherche à la fois à améliorer ma technique et à laisser éclater ma véritable personnalité. Quand j'essaye d'améliorer mes techniques, je le vis comme une sorte de compétition envers moi-même. Et quand j'atteins le flow sur ma toile, je peins ma vision des choses telles que je les ressens au fond de moi. Je n'arriverai pas à les exprimer autrement, même par des mots. À travers mes toiles, je souhaite questionner notre rapport à la réalité, d'où le caractère abstrait de ma peinture. Je veux guider le spectateur vers ses propres interrogations, voire sur des questions d'ordre spirituel, voire métaphysique. Je veux remettre en cause notre perception de la vérité, de nos croyances et de la place de l'homme dans l'univers. Tu dis t'être lancée il y a 20 ans dans un essai sur la non-binarité. Alors c'est un sujet qui est passionnant, mais ça fait vraiment pas beaucoup de temps qu'on en entend parler dans les médias. Et encore, ça reste très méconnu, je pense, et c'est pas un sujet qui est très bien accepté socialement. Est-ce que ça t'arrive souvent de vouloir transmettre des sujets atypiques à travers ton art comme celui-là ? Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'avant-gardiste ? Je ne sais pas si je peux me définir en tant qu'avant-gardiste, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il existe des démarches ou des personnes qui sont bien plus avant-gardistes que moi. Mais c'est vrai quand même que j'ai souvent eu la sensation d'être en avance sur mon temps, ce qui n'est pas toujours un avantage parce que la plupart du temps, quand on est trop en avance, on trouve personne à qui parler et on se sent un petit peu seul. Ouais. Pour le sujet de la non-binarité, c'est vrai que ça m'accompagne depuis tellement longtemps, ça fait partie de moi. Ça a commencé quand j'avais 10-12 ans et je me posais pas mal de questions sur mon identité. Voilà, après, il y a eu une réflexion qui s'est mise en place sur plein d'autres niveaux, en fait, où je questionnais tout ce que je voyais autour de moi. Je remarquais que la perception du monde, je trouvais qu'elle était si binaire et que ça n'avait pas de sens à mes yeux. J'avais l'impression que j'étais la seule à remarquer ça, en tout cas dans mon entourage. Je suppose que c'est encore un coup de NI. Mais pour citer un autre exemple un peu moins, un peu moins philosophique ou conceptuel, par exemple, il m'est arrivé aussi plusieurs fois de détecter ce qui va cartonner plus tard dans le domaine de la musique. Je me souviens qu'à une époque, j'écoutais des groupes, je sais pas si ça va te parler, ces groupes, j'écoutais des groupes comme Rammstein ou Nine Inch Nails. Oui, je vois ce que c'est. Voilà, j'écoutais ça bien Effectivement, avant. c'est un peu spécial. Ouais, j'écoutais ça bien avant que leur carrière décolle auprès du grand public. Et au moment où j'écoutais ça, mes amis de l'époque me prenaient vraiment pour une cinglée, ils se foutaient même de moi, je me souviens. Mais sauf que quelques années plus tard, ils se sont mis à écouter ces groupes et même à devenir fans, tu vois. Et du coup... Est-ce que ça m'arrive souvent ? La dernière fois, on peut dire que c'est au moment où j'ai créé la chaîne YouTube, parce que, dans une moindre mesure, parce qu'il y a bien plus avant-gardiste que ça, évidemment, mais avec le sujet des introvertis, au moment où je suis arrivée, il y avait une seule chaîne qui traitait de ce sujet, par quelqu'un qui a vraiment été, là, pour le coup, un pionnier dans le domaine, mais qui a finalement plus développé son blog, parce qu'à l'époque, c'était plus l'époque des blogs, et la chaîne, finalement, elle est restée un peu à l'abandon. Et en fait, le problème avec ça, c'est que
Comme YouTube fonctionne avec un système de recommandation, si tu arrives trop tôt avec un sujet où il n'y a personne, ça va être plus lent à démarrer, à développer ta chaîne. Ceux qui viennent maintenant, par exemple, avec le sujet des introvertis ou du MBTI ou des INFJ, ils sont directement placés dans un écosystème avec d'autres chaînes qui parlent déjà de cette thématique. Donc ils vont être plus rapidement recommandés avec leur chaîne et ça va grandir plus rapidement aussi, ce qui n'était pas mon cas quand je suis arrivée. Donc là, c'est un peu on va dire des inconvénients de quand tu arrives un peu trop à l'avance avec des sujets. Et d'ailleurs, toi aussi, tu as été avant-gardiste avec ton blog, avec le sujet du MBTI, parce que pour moi, c'était sur YouTube dont l'essor est plus récent que les blogs, mais dans le blogging, à l'époque, quand t'es arrivée toi, t'étais aussi une pionnière de la thématique. Et est-ce que t'as été très vite suivie ou bien est-ce que t'es restée à un moment donné toute seule dans le désert avec tes articles ? En fait, quand j'ai créé le blog, je n'ai pas créé ça dans l'espoir ou l'attente que ça ait beaucoup de succès. C'est surtout que je faisais des recherches moi-même sur l'MBTI et j'ai constaté qu'il n'y avait pas grand-chose. Et moi, quand je cherche un truc et qu'il n'y a pas grand-chose, je me dis, du coup, je vais le faire moi-même parce que personne a l'air de s'en occuper. Donc, du coup, je l'ai fait. Et il s'est avéré qu'il y a d'autres gens que ça intéressait, et ce qui me faisait beaucoup plaisir parce que le but, c'était que d'autres gens ne subissent pas ma frustration en se retrouvant avec assez peu de choses à lire et presque rien à regarder. Ouais. Assez rapidement, il y a d'autres, surtout sur YouTube, il y a pas mal de gens qui ont créé des chaînes et maintenant c'est beaucoup plus simple. Enfin, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai commencé le blog, donc du coup ça a eu le temps de bien se développer depuis. Oui. En fait, je voulais même pas parler en termes de succès, tu vois, c'était plutôt d'avoir des interlocuteurs avec qui partager, avec qui échanger. T'arrives avec un sujet... Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue à moi. J'ai pas envie de parler toute seule, tu vois. J'ai toujours envie d'avoir quelqu'un qui est là pour échanger. Mais... moi, pour le coup, je m'en fous. Je pose mon truc à un endroit et après, si personne ne dit rien, je m'en fous. Oui, c'est ça. Ouais, la démarche est différente, ouais. Mais En fait, je veux combler les trous. En fait, quand je vois qu'il y a un sujet qui est mal documenté, c'est un peu comme si je faisais un Wikipédia dans ma tête. Je me dis là, il y a rien. Du coup, je vais mettre quelque chose. Et une fois que c'est fait, j'ai fini mon travail et je m'en vais. Après, si je peux échanger avec des gens, c'est bien. C'est juste que c'est pas mon moteur, les échanges. Mais en tout cas, t'es contente de savoir que ton travail est utile. Oui, ça me fait énormément plaisir quand des gens me disent « Ah, mais quand j'ai lu ton blog, j'ai appris des choses sur moi » ou même pas forcément sur l'MBTI, sur les autres sujets que je traite. Les gens qui me disent « Grâce à ton blog, je suis allée me faire diagnostiquer un truc et depuis, j'ai des aménagements. » Enfin, ce genre de truc, ça me fait super plaisir, quoi. Oui, tu vois, c'est ça, je trouve, l'intérêt de la démarche, c'est de savoir quand même que tu fais pas les choses pour rien et que ça peut être utile à des gens, quoi. Oui, en effet. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas calculé du tout pour moi. Le fait, je me dis pas un jour, tiens, si je parlais d'un truc que personne ne connaît maintenant, comme ça, je vais être la première. En fait, je me dis jamais ça. Ce qui se passe, c'est que, toi, tu fais ça pour combler des trous, et moi, je parle de quelque chose qui me préoccupe en me disant que ça va probablement préoccuper d'autres personnes. Moi, c'est un peu pareil parce que, alors, avec mon blog, pour le coup, j'ai vraiment senti qu'il y aurait un besoin à ce niveau-là parce que, on est dans une période où tout ce qui est développement personnel et psychologie, c'est en plein essor. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur eux-mêmes et tout. Et là, j'ai vu qu'il y avait un outil et qu'il y avait des concepts qui étaient pas énormément développés. Donc je me suis dit, ça va être utile. Mais ça m'arrive aussi de m'intéresser à des sujets qui servent à rien, qui intéressent 50 personnes en France, tu vois. Donc je me dis, des fois, je fais ça pour me faire plaisir aussi. Et je sais très bien que, il y a 30 personnes qui vont regarder ce que je fais, mais c'est pas grave, ces 30 personnes-là, elles vont être contentes. Oui, voilà. Tu dis que tu n'as jamais écrit de fiction, hormis quelques nouvelles, et tu évoques un projet non terminé pour cause d'impossible exhaustivité. J'y vois le perfectionnement et le besoin d'absolu du Enidom, qui m'a également empêché de me lancer dans un roman jusqu'ici. Je suis actuellement en train de coécrire une œuvre de fantasy, mais j'ai jamais encore tenté de projet solo, car j'ai besoin d'énormément de temps pour faire maturer mes idées. Et elle me semble jamais assez travaillée pour être enfin couchée sur le papier. Et donc j'ai remarqué que les artistes INJ, ils avaient tendance à sortir peu d'œuvres, que ce soit en art plastique, en écriture ou en audiovisuel, mais que celles-ci étaient généralement très élaborées et marquantes.
Je pense par exemple, je sais pas, le réalisateur James Cameron, que je soupçonne d'être INJ, il sort pas souvent des films, mais à chaque fois qu'il sort un film, c'est une révolution technique qui marque tout le monde. Et est-ce que tu te reconnais du coup un peu dans ce mode de fonctionnement? Est-ce que tu penses que parfois il faudrait se faire violence et se forcer à sortir les choses un peu plus tôt quand même, ou est-ce qu'il faut mieux laisser la machine fonctionner naturellement? Ouais, alors je vais essayer de répondre à tous les différents points de ta question qui est très riche. Concernant le fait de pas vraiment écrire de fiction, à part les nouvelles, oui, donc, et encore, les nouvelles que j'ai écrites, c'était inspiré de faits réels. Et ça servait surtout à exorciser des trucs. Par exemple, un jour, j'ai participé à un concours avec une nouvelle où je racontais un épisode de harcèlement moral que je venais de vivre au travail et qui avait été vraiment très très loin. Tu vois, j'avais arrêté de manger, j'avais perdu beaucoup de poids, je dormais plus. Ouais, c'était très violent. J'ai fait une grosse dépression et du coup, j'ai eu besoin d'exorciser tout ça. Donc, j'ai raconté ça dans une nouvelle, mais avec un humour décalé, ce qui est toujours une façon pour moi de lâcher prise par rapport à des choses difficiles. Et donc, finalement, le fait d'écrire une nouvelle, c'est plus une démarche pour mon bien-être que pour le fait de participer à ce concours en lui-même. Et sauf qu'à ma grande surprise, j'ai finalement gagné ce concours et que ma nouvelle a été publiée. Donc ça, c'était pour le petit épisode. Mais pour ce qui est des fictions, en fait, mon intuition introvertie, elle a déjà un énorme réservoir de choses à exprimer. Alors ça va être des trucs, par exemple, en lien avec ma vision du monde, de la société, ma vision des relations humaines, enfin, des sujets que j'ai déjà tellement envie de partager, et c'est pas la peine d'en inventer d'autres, tu vois, pour moi, qui n'existent pas. Même si je sais que la fiction, ça peut être aussi un bon moyen pour exprimer tout ça, mais simplement que c'est pas mon canal favori, on va dire. Et puis, voilà, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a ce besoin d'absolu de NI. D'un côté, je trouve que c'est génial, parce que quand on décide de traiter un sujet, on peut dire qu'on ne fait pas les choses à moitié. Mais, voilà. Mais le revers, évidemment, c'est que ça peut être paralysant, je trouve. Et on peut se dire, pourquoi s'attaquer à ça? Parce que ça ne sera jamais assez bien, j'en verrai jamais la fin. Et bon, pour nous, les types en J, ne pas terminer quelque chose, on n'aime pas trop quand même. Hein. Du coup, oui, je te rejoins. Je trouve aussi que les artistes INJ sortent des œuvres rares, mais quelle intensité et quelle profondeur quand ils en sortent. C'est waouh. Voilà pour ça. Un autre point que tu as abordé, c'est est-ce que je me reconnais dans ce mode de fonctionnement? Oui, totalement. Par exemple, j'ai un projet où je suis toute seule, où je compose de la musique qui vient tout droit des profondeurs de mon NI. Et là, j'ai assez peu de morceaux aussi. C'est pas que j'aimerais bien en produire plus, mais c'est la même chose. Je dois sentir que chaque morceau transmet suffisamment d'intensité, toute l'intensité que je ressens moi-même. Et si c'est pas intense, ça va à la poubelle. Des anges délavés, le ciel est noir et vide, toutes les étoiles sont tombées. Des anges. Par contre, je suis un peu plus indulgente avec FE, tu vois. Ça, FE, c'est la musique que je fais avec mon groupe. Parce que là, je peux me demander, tiens, qu'est-ce qui va plaire au public? Et ça, pour moi, c'est un peu plus facile pour moi de donner aux gens ce qu'ils veulent que d'extérioriser tout mon monde intérieur, en fait. C'est un peu pareil pour moi avec TE. Par exemple, si j'écris une commande de texte à un client ou que quelqu'un me demande de faire quelque chose pour lui, voilà, je suis beaucoup moins exigeante que si j'écrivais pour moi, parce que quand j'écris pour quelqu'un, je me base sur ses critères. Voilà. Et en général, il n'est pas aussi exigeant que moi. Donc, tant qu'il a ce qu'il veut et qu'il est content, ça va. Donc, exact. Si je me mettais la pression avec Annie à chaque fois, je pourrais pas vivre, quoi. Ouais, mais du coup, avec moi, je suis impitoyable. Ouais, c'est tout à fait ça. La malédiction de l'exhaustivité, j'en suis aussi atteinte pour tout ce qui concerne mes vidéos et mes articles. À quoi j'ajoute encore le perfectionnisme de TI, puisque ici je suis en mode pédagogique, ce qui fait que je vais produire beaucoup moins de contenu que ce que je voudrais réellement publier. Et là, c'est vraiment un gros travail que je dois faire sur moi-même pour lâcher un peu ce perfectionnisme et ce besoin d'exhaustivité, même si je dois bien admettre que YouTube, c'est pas le lieu le plus zen au monde pour s'autoriser à ne pas être parfait.
C'est sûr. Voilà. Internet d'une manière générale. Oui, Internet d'une manière générale. Voilà. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut se faire violence pour créer? Moi, je pense que oui. Sinon, il se passera jamais rien, en fait. Hein. J'avoue, avec SE1. Mais toi, voilà, tu viens d'en parler à l'instant un petit peu de ton TE, parce que tu dis que tu es aussi touchée par cette malédiction avec NI, mais j'ai quand même l'impression que justement ton TE va quand même jouer un rôle important pour passer plus rapidement à la phase de production, comparé à mon TI, par exemple, qui chipote, et encore et toujours, et qui finalement peut vraiment être un gros frein qui empêche de passer à l'action. Est-ce que, je sais pas, TE est un peu plus un moteur, non? Oui, enfin, disons que c'est différent parce que ça dépend de ce que j'ai à faire déjà, mais quand je dois produire un texte ou quand j'ai envie de faire un dessin, parce que souvent je fais des dessins et des pastels pour mes proches, et en fait il y a mon FI qui va essayer un petit peu de ramener sa fraise et dire ouais mais moi je préférais que ce soit plus comme ci ou plus comme ça, non mais là ça me reflète pas complètement, tu vois, mon identité, et mon TE lui dit non mais ta gueule, j'aimerais bien faire le travail aussi. Et du coup je me détache un petit peu de ça, et ce qui fait que j'arrive à sortir un résultat, même si moi personnellement je pense que j'aurais pu faire mieux et que c'est pas parfait. Si la personne elle est contente, tu vois, je me dis c'est ce qui compte finalement. Et donc c'est peut-être aussi parce que j'ai moins de FI que tu as de TI, parce que je suis plus jeune, j'ai moins eu le temps de le conscientiser, et peut-être que ça va changer avec le temps et que ça deviendra plus compliqué de faire des choses. Eh bien oui, bonne chance. Sans vouloir te décourager. Déjà que je fais un dessin tous les 36 du mois, ça va pas s'arranger. Mais ça, c'est un problème de SE. J'ai la flemme de me lever de mon fauteuil et de préparer mes outils et tout ça. Ah oui, je comprends tout à fait. Je me dis non, je vais rester dans ma tête et réfléchir à ce que je veux faire dans le futur et ne pas le faire. Oui, c'est vrai que tu viens avec ça. C'est vrai que pour moi, le fait de pouvoir créer pas mal de choses avec mon ordinateur, c'est déjà un gros confort, parce que si je devais m'embarquer dans du matériel comme tout ce que tu dis, voilà. Sinon, oui, les instruments de musique, mais ça reste acceptable. Mais en même temps, c'est paradoxal, puisque je sais pas ça, mais moi j'adore le matériel en fait. J'adore trifouiller dans mes outils et tout, et me salir les mains avec mon pastel. C'est juste, une fois que je suis dedans, ça va, c'est juste pour m'y mettre qu'il y a une petite résistance. Oui, quoi. Oui. Ouais, c'est bien connu, c'est toujours le démarrage qui est le plus difficile. Ouais. Dans ma valise toute cabossée se cache lutin, ogre et petite fée. Voulez-vous que je l'ouvre? C'est par cette formulette que j'invite les enfants à entrer dans l'univers des contes. Je m'appelle Sophie, je suis INFJ, conteuse, et j'écris des histoires pour enfants. J'aime particulièrement conter aux enfants. C'est un public impitoyable. Quand ils n'aiment pas vos histoires, vous allez vous en rendre compte très très vite. Mais c'est un plaisir, c'est un vrai bonheur, parce qu'ils ont une imagination aussi débordante que la mienne. Alors je peux pas raconter, et encore moins inventer une histoire qui me touche pas au plus profond, qui fasse pas écho à quelque chose de très personnel, d'intime. Mais ce qui est magique dans le conte, c'est que je vais pas parler de moi de manière littérale. On le fait à travers la féerie des images. C'est un langage de symboles, c'est un langage d'images. Et en fait, c'est un langage qui me paraît beaucoup plus juste pour exprimer tout ce qu'il y a dans ma tête, toute la féerie de mon monde intérieur. Alors pour l'INFJ, dont le monde intérieur est tellement présent, mais tellement difficile à partager, c'est assez miraculeux, non? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre par le conte? Je pense que les enfants ont besoin des histoires, les adultes aussi d'ailleurs, mais la plupart l'ont oublié. Voilà, semer un soupçon de magie et de rêve dans un monde qui est peut-être un peu désespérant sans ça. Quand tu étais petite, tu restais dans ton coin et tu ne souriais pas aux autres enfants. C'est une description en contraste avec l'image qu'on se fait souvent du FJ, qu'on imagine au contraire très lumineux et très sociable avec plein de gens autour de lui. Tu penses qu'en tant qu'INFJ, ton FE a besoin de passer par un canal particulier pour parvenir aux autres, et je présume que ce canal, s'il existe, ça doit être quelque chose qui parle à NI. Oui, alors je pense effectivement que les FJ sont des êtres très sociables. Par contre, je doute quand même un petit peu de l'aspect lumineux. En tout cas pour les types introvertis, INFJ, ISFJ. De ce que j'ai pu observer ou lire comme témoignage en tant qu'INFJ ou ISFJ, on est d'abord souvent dans la crainte au niveau social, en tout cas quand on est entouré de nombreuses personnes, et surtout des personnes qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas
constater cette crainte chez les types ESFJ et ENFJ, par exemple. Je ne sais pas pour toi, mais pour qui les connexions sociales ont l'air d'être une évidence. C'est leur terrain de jeu naturel avec leurs sentiments extravertis en dominante. Mais chez les INFJ et les ISFJ à la base, ouais, je pense que ça part d'un gros manque de confiance en soi qui fait qu'on va plutôt rester effacé, en retrait, ne pas trop se mettre en danger dans les interactions sociales. Et finalement, ben voilà, c'est ça qui est assez difficile à vivre. C'est ce que je raconte un petit peu dans mon introspection quand je parle de cruelle ironie, parce que quand on a le sentiment extraverti en fonction auxiliaire, on a envie de se connecter aux autres. Parce que c'est vrai que ce qui est communément admis, finalement, pour créer une connexion avec quelqu'un, c'est parler, c'est échanger des conversations. Mais sauf que ça, c'est pas facile pour tout le monde. Parce que le canal de la parole, bah, ça suppose une spontanéité et une réactivité. Et ça, c'est pas vraiment les points forts des types INFJ et SFJ. Donc, ouais. Les introvertis en général. Introvertis en général, oui, c'est parce que là, on parle des FJ. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'on va se dire, on va avoir peur, par exemple, de ne pas savoir quoi raconter, ou on a l'impression que ce qu'on a à dire, c'est pas intéressant. Et du coup, on est dans une réticence à s'exprimer par la parole, par crainte de passer pour une personne qui n'est pas digne d'intérêt, ou même une personne qui n'est pas très intelligente, et donc par crainte du rejet, finalement. Et le rejet, ça c'est vraiment une douleur intense pour le sentiment extraverti. Et justement, c'est là que FE va se débrouiller pour trouver des stratégies de connexion qui ne placent pas la parole au premier plan. Par exemple, pour un type ISFJ, ça, j'ai déjà vu plusieurs fois, une technique, ça peut être quelque chose comme préparer un repas, offrir des petites attentions qui font que les gens vont se sentir chouchoutés. Ça, c'est vraiment un moyen pour le type ISFJ de dire à d'autres personnes « vous comptez beaucoup pour moi » sans devoir le verbaliser. Et puis, j'en ai vu aussi qui travaillaient avec leur style vestimentaire ou avec des animaux aussi. Oui. Genre la personne, elle vient avec un chien ou un chat et tout le monde fait « Oh, t'as un chien » et pouf, voilà, ça fait une conversation. Oui, exactement. Et puis, l'autre canal possible, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'expression artistique. Et ça, moi, c'est ce qui me correspond le mieux pour exprimer FE. Alors, tu me demandes si ce canal doit parler à NI, la réponse est oui. Par exemple, si je prends mes connexions FE créées grâce à la musique, en arrière-plan, il y a la vision de NI qui a défini le projet. Et en plus de ça, il y a un aller-retour qui se fait, c'est-à-dire que NI nourrit FE, donc la définition du projet musical me permet de créer des connexions avec les gens, et FE nourrit NI, c'est-à-dire que la création de ces connexions va me permettre de concrétiser la vision de NI. D'accord. Donc, en fait, la musique ou l'écriture sont deux canaux qui, pour moi, m'aident à exprimer certaines choses beaucoup plus facilement que par la parole, où je peux me sentir beaucoup plus en confiance parce que j'ai l'impression simplement de me débrouiller un petit peu mieux. Et voilà pourquoi ce sont pour moi, en tout cas, des alliés très précieux dans mes interactions sociales. D'accord. Enfin, c'est intéressant parce que la problématique de ne pas savoir quoi dire, c'est quelque chose que je vois souvent revenir chez les introvertis, mais c'est vrai que pour vous, du coup, il y a une double problématique parce qu'en plus de pas trop savoir quoi dire, vous avez envie de plaire, de créer une connexion, du coup, ça fait une double peine, quoi. Et c'est vrai que pour un type comme le mien, moi, tu vois, quand je suis avec les gens, souvent, je sais pas quoi dire, mais ça me gêne pas tant que ça de rester en arrière et de pas me connecter avec eux. En fait, mon but, c'est juste qu'on vienne pas me casser les pieds ou qu'on me laisse tranquille, quoi. Donc, du coup, j'ai pas trop à réfléchir et à faire des efforts pour me connecter avec les gens, sauf si c'est nécessaire pour une raison ou pour une autre. Alors, c'est intéressant, en tout cas. Oui, je comprends la différence. Et en fait, avec FE, c'est aussi l'envie de rendre l'expérience agréable aux autres, tu vois. Tu vas vite te dire, par exemple, si tu es dans une pièce et qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a personne qui parle, tu te dis « Oh merde, ils vont vraiment... ils vont se faire chier, les gens, il faut que je dise quelque chose. » Tu prends la responsabilité du bien-être des gens, en fait, voilà. Heureusement que vous faites ça, parce que c'est pas moi qui vais le faire. Chacun son truc.
Je m'appelle Sonia et je suis INFJ. Ma pratique plastique est, je dirais, plutôt figurative, voire expressive. Dans une série que j'ai appelée Au hasard des encres, je recherche des formes à travers des projections de couleurs, de tâches, de gestes. Je cherche à mettre en image des émotions, des sentiments, des idées. Je ne pourrais pas mettre de mots exacts sur le sentiment de plénitude qu'est l'acte de créer. Il est pour moi comme un instinct primitif, animal. J'essaie dans ma démarche de rechercher une résonance avec les questions existentielles de notre condition d'être humain. L'art est pour moi au-delà des mots. Il est un langage universel, sans frontières. Consciemment et inconsciemment, j'ai l'impression de me livrer entièrement, sans filtre, sans secret. Mais comme tout langage, il peut être incompréhensible, incompris, intraduisible, étrange ou bizarre. Tout le monde ne peut pas comprendre ma langue, ne peut pas capter mes messages, que ce soit dans l'art ou personnellement d'ailleurs. Mais j'essaie de créer un lien, trouver un écho chez l'autre, qu'une personne se rapproprie une création et me partage ses mots, son histoire, son ressenti. Je suis parfois surprise de l'intensité d'une création et ce qu'elle peut remuer chez certaines personnes. Il y a une certaine magie. On se sent en quelque sorte entendu, compris l'un l'autre, au-delà des mots. Pour moi, l'art est autant ce poids qui nous aide à garder les pieds sur terre que des ailes qui nous élèvent. Il est en quelque sorte le corps et l'esprit réunis vers un au-delà qui nous dépasse, qui dépasse notre propre être. Tu évoquais dans ton témoignage l'apprentissage d'un répertoire musical en 20 langues. Du coup, je me demandais, est-ce que tu as un intérêt pour les langues et si oui, est-ce que tu y vois une dimension artistique ? Un intérêt pour les langues, oui, assurément. Alors, les 20 langues en question, je ne les parle pas, hein, je précise quand même. En fait, on a juste appris par cœur à chaque fois un texte par morceau. Mon intérêt pour les langues, ça vient beaucoup de mon sentiment extraverti et aussi, je pense, de ma personnalité idéaliste qui voudrait que tout le monde se comprenne parce que finalement, quand j'y pense, je trouve que c'est exactement ce que je fais quand j'apprends les modèles de compréhension de la personnalité comme le MBTI ou l'énéagramme. En fait, j'apprends à parler des langues différentes de la mienne. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre le langage préféré des autres personnalités. Je ne sais pas si tu as cette impression-là. Oui, c'est vrai. En fait, on se décentre de soi et on se rend compte que les autres vivent dans des univers différents, même s'ils nous ressemblent beaucoup sur certains points. Donc on apprend à parler leur langage finalement. Enfin, au moins à le comprendre, à essayer du mieux possible. Exact. Oui, parce que quand on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas ou très peu. Je trouve que la communication est difficile, ça crée des malentendus, des tensions et parfois ça peut aller jusqu'au conflit. Et parfois ça m'arrive d'assister à des conflits entre plusieurs personnes. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de vraiment désolant parce que je me dis, mais si seulement ces personnes acceptaient d'apprendre leur langage respectif, je trouve que les relations entre les gens seraient tellement plus simples. Mais là, oui, c'est ce que je ressens aussi. Oui, merci, parce que je me dis, est-ce que c'est mon idéalisme ou En fait, quand je vois deux personnes s'engueuler, j'ai envie de les mettre sur pause, de leur enfoncer le MBTI dans la tête et de remettre sur play. Mais oui, oui. C'est ce que j'essaye de faire. Souvent, je m'interpose quand je vois une dispute devant moi, quand je connais les gens. J'essaye de faire un peu la médiatrice. Et comme j'ai plutôt des facilités à m'exprimer, j'arrive assez facilement à tâtonner et à dire ce que la personne a envie d'entendre. Bon, ça marche que si je la connais, parce que sinon j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Et ça marche assez bien. Mais le truc aussi, c'est que les gens n'ont pas forcément envie de comprendre l'autre dans certaines situations. Non. Et à ce moment-là, elles ont juste besoin de décharger et puis après de se bouder pendant un moment avant de passer à autre chose. Oui. Et, j'ai l'impression que tout le monde ne gère pas les conflits de la même manière. Sûrement, alors moi en tout cas, peut-être toi aussi, mais moi j'essaye de désamorcer les choses en amont en communiquant beaucoup. Par exemple, je me suis jamais disputée avec la plupart de mes amis et avec mon compagnon parce que s'il y a un truc qui va pas, je leur dis tout de suite et vice versa. Et du coup, on laisse pas les choses gonfler. Mais il y a des gens, c'est pas du tout leur façon de faire. Ils préfèrent une bonne grosse engueulade de temps en temps. Et je sais pas du coup si c'est plus sain d'essayer d'éviter l'engueulade ou s'il faut au contraire les laisser aller et puis faire comme ils ont l'habitude de faire. C'est trop éthique pour moi comme question. Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes, je vois que c'est un peu leur mode de fonctionnement, notamment j'ai déjà remarqué chez les SE dominants.
où ça va être presque à celui qui crie le plus fort ou qui réussit à s'imposer. Mais après, j'ai l'impression qu'ils sont pas vexés, quoi. Ça se passe comme ça, ils ont compris. C'est une prise de territoire, en fait. C'est un peu un fonctionnement. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez marrant parce que, enfin, je suis dans une famille où il y a des gens qui parfois s'engueulent assez fort, et en fait pendant longtemps j'étais hyper choquée quand ça arrivait parce que c'est pas du tout mon mode de fonctionnement, et je me suis rendu compte qu'une fois qu'ils s'étaient engueulés, genre 1 minute après ils allaient manger des petits gâteaux ensemble et c'est comme si s'était rien passé. Et je me suis dit mais en fait c'est normal, c'est comme ça qu'ils communiquent. C'est assez marrant de voir qu'ils peuvent passer d'un mode à l'autre, alors que moi si jamais je m'engueule avec quelqu'un, après je passe des heures en PLS en me disant je me suis engueulée avec quelqu'un. Oui, moi en tout cas, je trouve que les gens se rendent pas compte à quel point, enfin, tout ce que le MBTI peut faire pour leur vie, et je trouve dommage que, voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le MBTI c'est juste un test de personnalité façon horoscope, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi par exemple, je vis avec quelqu'un qui n'a aucune fonction en commun avec moi. Donc, quand on s'est rencontrés, on avait un langage en commun quand même, qui était celui de la musique. Mais après, pour rendre la cohabitation possible au quotidien, je peux te dire qu'on a vraiment dû apprendre à parler la langue de l'autre, parce que ça, c'était le minimum indispensable. Et ça reste d'ailleurs un défi au jour le jour. Donc, merci la théorie des fonctions cognitives. Voilà pour ma conception des langues dans le domaine de la psychologie. Mais maintenant, pour répondre à ta question au sujet de la dimension artistique et donc sur le choix d'un répertoire musical en 20 langues différentes pour mon groupe, en fait, derrière ce choix, il y a une volonté d'ouvrir les horizons et de proposer au public quelque chose de très différent par rapport à ce qu'il a l'habitude d'entendre. Parce que, voilà, je trouve qu'ici, dans notre culture, on est quand même très baigné de chansons françaises ou de musique anglo-saxonne. Donc l'idée ici, c'était de dire écoutez tous ces rythmes et toutes ces sonorités que vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est tellement riche, ça serait dommage de passer à côté de ça. Et d'ailleurs, pour qu'ils ne se sentent pas complètement perdus au milieu de toutes ces langues inconnues, ce que je fais, c'est que je parle entre les morceaux, et d'ailleurs c'est le seul moment où ils entendent du français. Je raconte des petites histoires qui les aident à s'immerger dans l'univers du morceau. C'est un peu ce que tu as fait tout à l'heure avec des légendes, comme ça je raconte un petit peu des anecdotes, des légendes. Il y a par exemple l'histoire de la sorcière vampire qui enlève les hommes pendant la nuit des morts au Mexique, ou bien je raconte l'épopée de Toroy Bandai, qui était une sorte de Robin des Bois, qui a vraiment existé en Mongolie. Donc là, c'est une démarche, si tu veux, idéaliste d'ouvrir les horizons. Et puis, il y a encore, et toujours celui-là, c'est toujours une intervention de FE qui crée des connexions. Et à ce propos, j'ai 2 anecdotes, parce que il m'est arrivé de créer des connexions aussi un peu de manière, on va dire, involontaire. Une année, par exemple, on a joué dans un festival d'été, et après le concert, une jeune femme est venue vers nous et elle a commencé à nous poser des questions. Et là, j'entendais qu'elle avait un accent, et elle nous a expliqué qu'elle était d'origine croate. Et il se trouve que dans notre répertoire, justement, on a un morceau croate. Et quand elle a entendu au loin des gens qui chantaient en croate, elle a foncé vers la scène, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à trouver ça dans ce genre d'événement. Elle ne doit pas entendre ça souvent. Non, non, voilà, dans un petit coin perdu en Belgique, non. Et en fait, elle nous a dit mais je croyais que vous veniez de chez moi. Elle avait pratiquement les larmes aux yeux, parce qu'en fait, on venait de lui offrir un moment qui lui rappelait ses racines. Quoi. Ouais, tu vois, des moments comme ça. Et puis la deuxième anecdote, ça s'est passé après une répétition. Alors, pour les répètes, moi, j'ai aménagé un espace chez moi. Et en fait, voilà, c'est dans une rue avec d'autres maisons, et donc forcément avec des voisins. Mais qui ne semblent pas dérangés par nos répétitions. En tout cas, on n'a jamais reçu de plainte. Jusqu'au jour où, juste après une répétition, je suis sortie dans la rue. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois le voisin d'en face qui vient vers moi d'un air décidé. Et là, il me dit « C'est vous qui jouez de la musique ?» Et en fait, il faut savoir, on ne s'était jamais parlé avant. Donc là, tout de suite, mon FE est intervenu. Je lui ai dit oui, désolé, on a peut-être joué un peu trop fort cette fois-ci. J'étais vachement gênée, je me disais qu'on avait exagéré. Et en fait, là, il m'a répondu « Ah bah non, justement, vous devriez jouer plus fort. C'est tellement beau ce que vous faites, on n'entend ça nulle part ailleurs, il faut absolument continuer. »
Je m'attendais pas du tout à ça. Et bah voilà, ça a été le début d'une conversation où j'ai appris qu'il était originaire du Monténégro et que pour lui aussi, voilà, certains morceaux de notre répertoire le ramenaient à ses racines. Donc voilà, ça pour moi, ce sont des moments complètement magiques de savoir que grâce à la musique, on apporte un petit peu de bonheur aux gens. Salut, c'est Thomas et Audrey de Cyclophonie. On vous embarque avec nous dans un périple à travers l'Afrique de l'Est en vélo. Un voyage lent au rythme de l'Afrique et de ses habitants. Je suis Thomas, ISFP, et j'ai entrepris un voyage à vélo en Afrique de l'Est. Et je voulais en fait que ce voyage soit l'occasion d'une expression artistique. Donc j'ai décidé de créer des podcasts de voyage où je raconte avec mon ami des anecdotes et des histoires de voyage que j'entrecoupe en fait de sons récoltés au fur et à mesure de notre route. On vous parle depuis le jardin d'une école, donc vous entendrez beaucoup de voix de plein de petits enfants autour, c'est normal. Je trouve qu'au final, ce qui fait vraiment l'intérêt de l'expression artistique, c'est le moment où on partage notre œuvre, si on peut l'appeler comme ça, et le moment où on reçoit les retours des gens qui ont écouté tout ça. Via l'art, je trouve que cette connexion avec les gens, elle se fait de manière plus authentique, plus vivante, et aussi, à mon avis, plus émotionnelle, ce qui rend le message d'autant plus fort et d'autant moins limité par la portée des mots ou du langage. Ce que j'aimerais transmettre aux gens, c'est qu'en écoutant les podcasts, ils puissent se retrouver, se reconnecter avec des parties d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je choisis pas des sons grandioses, mais plutôt des sons du quotidien, de mon quotidien en tant que voyageur à vélo, mais aussi du quotidien des populations africaines. Par exemple, le bruit de la pluie, c'est un bruit que tout le monde connaît. Mais le bruit de la pluie africaine, est-ce que c'est le même que le bruit de la pluie européenne ? Et avec le son, j'impose pas d'image. Et je trouve que la société, justement, elle a tendance à nous imposer, à nous inonder d'énormément d'images. Et là, justement, ce que j'aime, c'est de créer une bulle sonore dans laquelle on se retrouve et on laisse libre cours à son imagination. Tu fais un rapprochement entre l'écriture et un jeu de construction, puis tu as parlé de ta passion pour l'écriture musicale. J'ai trouvé ça amusant parce que moi aussi je compare très régulièrement l'écriture à de la musique. Je suis extrêmement sensible au rythme des mots et quand j'écris j'ai l'impression de composer un morceau en fait. Quand il y a un mot qui me semble mal placé dans la phrase ou quand c'est pas le mot qui convient, c'est exactement pareil que si c'était une fausse note qui sonnait à mes oreilles. Donc finalement l'écriture c'est surtout une affaire d'écoute pour moi, s'il y a une dimension très auditive dedans. Et il y a un aspect qui a l'air néanmoins de diverger entre toi et moi. Quand tu parles d'écriture ou de composition, il y a un côté mécanique TI au milieu de l'océan intuitif NI. Alors qu'avec mon binôme NI-FI, j'ai l'impression d'être juste une grosse boule de subjectivité. Et TE et SE mettent en forme ça pour le rendre plus accessible aux autres. Et là-dedans, j'ai l'impression de retrouver un aspect dont on avait parlé dans le premier épisode, à savoir que les INFJ ont l'air assez émotionnels de l'extérieur alors qu'ils sont plus froid, plus mécanique à l'intérieur et inversement pour les INTJ. Est-ce que tu fais un constat similaire ou est-ce que tu aurais des nuances à apporter ? Déjà, j'aime bien ce que tu dis, que l'écriture, c'est une affaire d'écoute. Ça me parle bien, d'une part pour le côté musicalité des mots, mais aussi parce que, et j'aime bien le mot que tu as choisi, l'écoute, parce que je pense qu'à la base, il y a une qualité d'écoute qu'on développe et qui va s'entendre dans nos compositions, qu'elles soient scripturales ou musicales. Alors, la première chose, oui, j'ai envie un peu de nuancer ce que tu dis concernant les INFJ émotionnels à l'extérieur et froids à l'intérieur, parce que c'est pas exactement comme ça que je le vis. À mon avis, j'ai pas réussi à l'exprimer au plus juste dans l'épisode 1, donc je vais essayer d'améliorer ça maintenant. Alors, me concernant, un fait certain, c'est que effectivement l'émotionnel est très présent tout le temps, en tout cas dès que la situation me touche un tant soit peu. Mais la réalité, c'est que en fait mon émotionnel il est beaucoup plus contenu à l'intérieur qu'exprimé à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est un piège avec le sentiment extraverti quand il est en fonction auxiliaire. Il ne consiste pas, selon moi, à exprimer ouvertement et facilement ses émotions. Ça, encore une fois, je les cite parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour un type ESFJ, par exemple, avec le sentiment extraverti en fonction dominante. Mais avec le sentiment extraverti en fonction auxiliaire, moi, je vis ça un peu comme s'il était étouffé par ma fonction dominante en ce qui concerne mes propres émotions. Et par contre, il va être hyper actif pour capter
toutes les manifestations émotionnelles extérieures, c'est-à-dire des autres personnes ou bien même l'énergie d'un lieu aussi. Je me sens beaucoup plus souvent émotionnelle à l'intérieur et même en hypersensibilité émotionnelle avec des tourbillons, tout ça. D'où justement la nécessité de trouver un canal tel que la musique ou l'écriture pour extérioriser tout ça. Ce que je peux dire, c'est que je vais être plus émotionnelle dans mon écriture ou dans la musique que dans mon apparence extérieure, que je qualifierais plutôt à ce moment-là d'affable, agréable ou parfois chaleureuse en fonction des personnes. Et ces termes-là, ça me correspond mieux que émotionnel, tu vois. Je ne sais pas si tu vois un petit peu la nuance que j'essaye d'apporter. Oui, en fait, j'ai utilisé le mot émotionnel, mais c'était quelque chose de très très grossier pour regrouper tout ce qui était dans le champ affectif. Donc ça désigne pas forcément les émotions ou les sentiments à proprement parler. C'est aussi l'attitude, l'agréabilité. Enfin, ça regroupe plein de choses. Oui, c'est ça. Et moi, je voulais mettre l'accent sur le côté expressivité, en fait, qui n'est pas ma spécialité, et d'après ce que j'ai pu comprendre, qui n'est pas spécialement non plus la spécialité d'autres personnes qui ont le sentiment extraverti en auxiliaire. Alors maintenant, pour le côté mécanique de TI, dans l'écriture ou dans la musique, je vais séparer les deux parce que TI n'intervient pas de la même façon. Pour l'écriture, d'abord, alors là, oui, je pense que c'est vrai. TI s'en mêle pas mal. C'est ce qui fait que je vais avoir, par exemple, tendance à relire 20 000 fois ce que j'ai écrit, analyser chaque mot, chaque virgule. C'est vraiment le truc insupportable qui fait que je mets 10 fois plus de temps que je voudrais pour écrire un texte. Voilà. Et par contre, pour la musique, c'est très différent. Avec la musique, à la base, je suis en mode full intuition-émotion. Donc c'est-à-dire NIFE. En fait, plusieurs fois dans ma vie, j'ai voulu prendre des cours de solfège, et à chaque fois, je me suis barrée, après 1 ou 2 cours, tellement ça me saoulait. Toutes les conventions, un cadre tellement rigide, alors que moi, ce que je voulais avec la musique, c'était justement sortir du cadre conventionnel. Je voulais pouvoir exprimer tout ce qui traîne dans le fin fond de mon NI, par exemple. Donc tout mon apprentissage de la musique s'est fait en autodidacte. Ensuite, au moment de jouer, me laisser uniquement guider par mon intuition, par mes émotions, et aussi par les émotions qui pourront être transmises aux autres. Ça, c'est ma première approche de la musique. Mais voilà, et c'est là où je viens, c'est qu'un jour, j'ai commencé à donner des cours. Et là, tu vois, ça change, parce que c'est là que, quand on fonctionne en mode intuitif et émotionnel, là, ça coince. Parce que, vas-y, pour expliquer à une personne qui veut apprendre à jouer, par exemple, de la guitare, alors maintenant, suis ton intuition, vas-y, laisse-toi guider par ton monde intérieur et par ce que tu ressens. Ça marche si c'est un INJ, quoi. Enfin, un N d'une manière générale, voilà. Ouais. Mais en fait, voilà, oui, c'est bon. C'était pas ça, je crois. Et, en fait, le mec qui vient pour apprendre à jouer un morceau précis, alors qu'est-ce qui se passe, c'est que toi, tu dois apprendre à au moins expliquer avec des termes standards qui sont issus du langage musical. Juste, au moins, tu vois, par exemple, connaître le nom des accords. Tu dois aussi être capable de lui expliquer pourquoi à ce moment précis il y a un problème de rythme dans son jeu et comment il peut le résoudre aussi, parce que tu vois, si tu lui dis juste écoute, tu sens que t'es à côté de la plaque là, tu le sens bien que t'es à côté de la plaque. Alors vas-y maintenant. Bien senti, Alors recommence et tu fais mieux, et pour ne plus être à côté de la plaque. Bon je crois que il y a des chances que le mec ne revienne pas la prochaine fois. Voilà, donc encore une fois, c'est TI qui vient là dans un... Comment dire, c'est vraiment pédagogique et quand je dois m'adresser à d'autres personnes. Enfin, c'est quelque chose que je comprends parce que, alors en fait, pour moi, ça dépend des domaines. Quand c'est de l'écriture, j'arrive assez bien à enseigner aux gens. C'est juste que je vais pas le faire en utilisant des règles conventionnelles. Enfin, moi, j'ai toujours été une énorme quiche en grammaire. Je crois que j'ai jamais eu la moyenne à aucun contrôle de grammaire de toute ma vie. Moi, par contre, j'avais des super notes en rédaction. Et en fait, pour moi, c'était hyper intuitif, les règles d'écriture. Et de toute façon, il me suffisait de beaucoup lire pour m'en imprégner, et après je savais instinctivement pourquoi là il fallait mettre telle lettre et pas là, quoi. Et j'étais incapable d'expliquer où était le COD et le COI dans une phrase, et si ce truc appartenait à la famille des conjonctions de machin truc bidule, je m'en foutais, quoi. Ça me fait tout à fait penser à ce que j'ai expliqué avec la musique, donc s'en imprégner, puis après tu le ressens, voilà. Ah mais totalement, et
J'ai fait un petit peu d'art dans un atelier. C'est là que j'ai appris le pastel et j'aurais jamais pu aller dans un endroit style Beaux-Arts où on te dit il faut tenir le crayon comme ça et puis faire ci et puis faire ça. Moi, l'atelier où je suis allée quand j'étais collégienne, en gros, la prof, elle me mettait devant une toile, elle me donnait des pastels dans la main et elle disait bah vas-y, fais ce que tu veux. Et après, elle me regardait faire et au fur et à mesure, elle me donnait des conseils, mais ça partait de ce que toi, t'avais envie de faire et on t'imposait rien. Enfin, elle disait juste il faut éviter de faire ci, il faut éviter de faire ça, mais il y avait rien d'absolu, quoi. En fait, elle partait de ce que la personne était capable de faire et avait envie de faire et elle s'adaptait. Sa méthode d'enseignement changeait en fonction de l'élève qu'elle avait en face d'elle et du coup c'était très agréable parce que t'étais jamais sous la contrainte et puis c'était vraiment l'art, ça a toujours été, enfin les arts plastiques, ça a toujours été pour moi le domaine où je relâchais mon petit ISFP4 intérieur, tu vois. On avait strictement rien à foutre de tout ce que je faisais le reste de la journée, qui est en mode mais moi je m'en fous, je peins ce que je veux sur la toile, ce côté-là. Et du coup, j'ai toujours eu un côté totalement dissipé avec ça. Je suis même incapable de te dire comment s'appellent les outils que j'utilise pour faire mes dessins. Enfin, oui, je me reconnais vraiment à 100% dans cette démarche intuitive que j'ai avec la musique. Mais je sais que c'est vraiment une question de personnalité parce qu'il y a des personnes qui sont complètement bloquées. Tu parlais de te retrouver dans ce cours où la prof ne te donnait pas spécialement d'instructions. Il y a des personnes qui peuvent être complètement bloqués par ça et qui ont besoin d'instructions claires, d'un cadre, ça les rassure en fait. Ouais. Ah ça je comprends parfaitement. En écriture ça m'est déjà arrivé, bon à la base j'ai une formation en édition donc j'ai beaucoup travaillé avec des auteurs ou d'une manière générale j'aide beaucoup mes amis à rédiger des trucs, que ce soit de la fiction ou des CV ou n'importe quoi. Et forcément, à chaque fois, là, mon objectif, il change complètement parce que quand je fais du pastel, je suis en mode FI, je suis en mode je me fais plaisir, je m'en fous, voilà. Mais quand j'aide mes amis, je suis en mode TE, je suis là. Alors de quoi la personne elle a besoin, c'est quoi la manière la plus efficace de lui transmettre ça, et du coup, je m'adapte totalement à lui. Et du coup, ça dépend en fait quelle discipline on associe à chaque fonction, à chaque objectif. Mais moi, je serais incapable de faire du pastel en mode académique, parce que moi-même, j'en suis incapable. Enfin, je pourrais pas l'enseigner aux gens comme ça. Ouais. Puisqu'on vient de parler d'intuition et de subjectivité, c'est le bon moment pour aborder aussi le problème de l'inspiration, que tu considères comme un carburant instable et imprévisible. Je voulais te demander, pour provoquer l'inspiration, est-ce que tu as déjà essayé des astuces, des systèmes, voire même l'instauration d'une routine ? Je sais qu'il y a certains artistes qui veulent prendre la main sur leur processus créatif. Je pense par exemple à des auteurs comme Stephen King ou Amélie Nothomb, qui ont mis en place une série d'habitudes pour favoriser une production régulière, ou bien un musicien comme Nick Cave. Je sais que lui, chaque jour, il part à 9h, il revient à 17h, mais entre les deux, il part s'isoler dans un bureau pour composer. Donc est-ce que toi aussi, t'as déjà essayé des systèmes comme ça ? Alors j'ai déjà essayé, mais j'arrive pas trop à fonctionner comme ça parce que, j'ai mon hypothèse là-dessus. Je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est naturellement très organisé et assez routinaire. Alors je fais pas forcément les choses à heure fixe, mais je les fais toujours de la même manière et je déteste que ça change par rapport à ce à quoi je suis habituée. Comme ça me paraît naturel, voilà, d'être organisée comme ça, c'est pas un terreau pour mon imagination et pour ma créativité. C'est du coup quand j'essaye de ne pas être comme ça que ça va plus ressurgir. Mes moments d'inspiration sont totalement chaotiques et imprévisibles, quoi. Il y a des jours, je peux ne pas être inspirée pendant des heures. Alors je vais quand même faire des choses. Effectivement, je suis capable de me forcer très bien, je peux écrire du texte et tout, mais il va manquer quelque chose en fait. Il va manquer une patte et je vais forcément devoir repasser dessus après pour rendre ça un peu plus vivant. Et donc ce que je fais, c'est que je fais des horaires de bureau classiques souvent quand je travaille. Donc je fais un travail standard. Par exemple, si je suis pas inspirée pour un texte, je vais faire un plan, je vais noter toutes mes idées. Je vais faire une sorte de concept art, mais version texte, où je vais noter, je vais détailler un peu ce que je veux. Et si un jour, à 2h du matin, j'ai un gros élan d'inspiration, je vais passer la nuit à y penser, puis le lendemain, je vais passer la journée, je vais passer 12 heures de la journée à taper tous les trucs qui me viennent avant que ça reparte. Disons que c'est une alternance entre des moments très organisés et relativement plats, avec des pics de créativité que je ne peux pas prévoir. Mais quand ils arrivent, je dois être prête en fait
à les coucher assez rapidement sur le papier. Au niveau du pastel, c'est pas du tout pareil parce que c'est pas ma profession, c'est vraiment un loisir. Donc du coup, si je loupe un élan d'inspiration, c'est pas grave, hein, je prendrai le prochain. Mais voilà, en écriture, je pense pas qu'il y ait une façon de faire qui puisse convenir à tout le monde. Il faut que les gens ils testent comment fonctionne leur processus créatif et qui préparent le terrain pour qu'il soit prêt à l'exploiter au moment où il se manifeste. Mais on peut pas toujours le forcer à se manifester. Oui, c'est vrai que j'ai parlé d'organisation pour donner les exemples avec les artistes que j'ai cités, mais je pensais aussi à genre des petites astuces. Par exemple, moi, il y a des choses que je fais, il y a quelque chose que j'adore qui va vraiment booster ma créativité. C'est des techniques anti-page blanche, tu vois, pour lancer, quoi, pour démarrer, parce que ça, la page blanche, que ce soit en écriture, en musique, n'importe, hein, c'est le pire cauchemar quand on veut créer, hein, c'est vraiment le démarrage. Et ce que j'adore faire, c'est les contraintes imposées. Il y a, je pense, un exemple qui est assez connu, c'est un bouquin qui s'appelle La disparition de Georges Perec. Il s'est dit, tiens, je vais écrire tout un bouquin sans utiliser la lettre E. Ce qui, en français, évidemment, c'est un bel exploit. Hein. C'est la lettre la plus utilisée, je crois, de la langue française. Ouais. Donc après, voilà, tu as une contrainte et forcément, je trouve que ça amène la créativité. Évidemment, là, on est sur la contrainte de la figure de style, mais il en existe plein d'autres, des types de contraintes. Par exemple, moi, il y a un truc que j'adore vraiment, c'est utiliser l'aléatoire comme point de départ. C'est quelque chose que je fais assez souvent en musique, où je vais utiliser des outils ou bien des applis pour faire toutes sortes de tirages au sort, pour définir des paramètres de départ. Par exemple, ça peut être la métrique du morceau, les 2 premières notes que je vais jouer, le choix du tempo, un son en particulier. Et voilà. Et après, je me retrouve avec des éléments qui ont été choisis par le hasard. Et là, je me dis, bon allez, qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant ? Alors, parfois, ça va m'inspirer très vite. Et d'autres fois, c'est plus lent, je vais essayer des trucs, ça me parle pas vraiment. Mais par contre, il va se passer quelque chose, c'est que de fil en aiguille, tu vois, ça va me mener quand même vers quelque chose qui peut-être, d'ailleurs, n'aura plus aucun lien avec les ingrédients aléatoires du début. Mais ça, finalement, on s'en... Ça, c'est pas grave. Ouais, on s'en fout, en fait. Le principal, c'est juste de provoquer l'inspiration d'une façon ou d'une autre. Et pour ça, ça marche très bien. Et là, en quelque sorte, je suis dans une collaboration entre NI et TI avec ça. Non seulement c'est ludique, mais en plus ça me permet de prendre la main, tu vois, sans devoir subir le côté « Oh là là, l'inspiration vient pas maintenant, c'est dommage ». Parce que, comme tu le dis, du coup, c'est trop instable et imprévisible. Et ça, oui, moi, j'aime pas du tout. Je préfère prendre le contrôle, en tout cas, autant que possible. Ça a l'air sympa, faudrait que j'essaye de faire ça pour de prochaines fictions. Moi, je me sens, pour l'instant, j'ai de la chance, je me sens pas vraiment concernée par le syndrome de la page blanche, même si je me doute que je vais pas y échapper toute ma vie. Quand je sais pas quoi écrire, en fait, soit je pars sur TE, et du coup, comme j'ai dit, je prends des notes, j'essaye d'avancer un maximum pour satisfaire ma fonction TE, et lui dis si, regarde, j'ai travaillé, j'ai le droit de me reposer maintenant. Soit je pars complètement faire autre chose et en fait je laisse NI et FI processer ça en arrière-plan et puis me ramener de meilleures idées plus tard. Bon, après le problème c'est que je décide pas quand est-ce qu'il me ramène de meilleures idées, mais bon, je peux pas tout avoir, déjà il m'en ramène, c'est bien. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire, de si le truc c'est urgent ou pas, de si j'arrive à être en équilibre TE-FI, parce que c'est un problème de TJ, ça c'est que les J en général, mais les TJ encore plus, j'ai l'impression, on n'arrive pas à se reposer tant qu'on n'a pas rempli une certaine quantité de travail. Et même si je peux pas travailler parce que je sais pas, je suis malade, je suis fatiguée, j'ai pas d'inspiration, il faut quand même que je travaille, que je fasse un truc, parce que sinon, non seulement j'aurais pas d'inspiration, mais en plus j'arriverais pas à relâcher mon mental et à me reposer, et du coup, ça va pas faire venir l'inspiration, quoi. Donc ça résoudra pas le problème. C'est même pas logique. Je m'appelle Delphine et je suis INFJ. Avec le premier confinement, je me suis mise à commencer à peindre en utilisant le matériel de loisirs créatifs de mon fils de 4 ans. Je me suis mise à créer comme ça des petits tableaux avec des étiquettes collées, des paillettes, tout un tas de matériaux que j'avais trouvés chez lui. J'ai plein d'idées créatives qui sont venues en rafale et je me suis sentie poussée à les mettre en œuvre. J'ai pas du tout de technique, alors sur ce sujet-là, ça fonctionne complètement à l'instinct. L'art va me permettre d'exprimer certaines émotions et va agir à un
certain niveau comme une sorte de catharsis, un processus de libération émotionnelle assez puissant. C'est un truc qui va me permettre de me relier à mon intériorité et faire sortir quelque chose de souvent très spirituel. C'est quelque chose qui va m'aider à m'accepter, puisque quand je crée quelque chose, j'exprime vraiment ma différence. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Donc je laisse tout ça jaillir et je me pose pas la question si ça va plaire à quelqu'un. En fait, je laisse tout sortir. Ça vient, il n'y a pas de but. Et la création d'un tableau va pouvoir me tenir pendant des heures qui vont paraître de courtes minutes. Et en écriture, c'est pareil. J'aime jouer avec le mot, prendre vraiment le temps de les choisir, utiliser des métaphores. J'avoue que c'est assez plaisant de se laisser guider et de laisser libre cours au jeu de ping-pong d'idée à idée. Tout sort, tout jaillit, tout est acceptable et non censuré. Dans tes introspections, il y a un élément en particulier qui revient plusieurs fois, le fait de vivre l'art comme une sorte de malédiction subie. Passion subie, instabilité de l'inspiration subie, conditions d'artiste subie. Bref, tout ce que l'on déteste quand on a une personnalité qui cherche autant que possible à garder le contrôle, et ce que évidemment je comprends parfaitement. Alors maintenant, je te propose un petit jeu d'imagination. Donc je te demande d'imaginer un monde idéal, et dans ce monde idéal, FI a le droit de faire tout ce qu'il aime, parce que TE a trouvé comment transformer cette passion en quelque chose d'utile et aux paramètres maîtrisables. Alors, est-ce que tu peux me décrire cet idéal qui réconcilie vocation et utilité ? Alors, c'est un idéal qui est extrêmement difficile à imaginer, mais je peux essayer. Disons que ce serait une situation où je peux créer des choses qui sont utiles, mais qui me permettent en même temps d'exprimer ma part artistique. Au niveau des livres, c'est possible de faire ça. On va considérer qu'on vit dans un monde où les auteurs sont vachement payés pour les livres et que c'est possible d'en vivre, parce que si on part pas de ce postulat, ça va pas être possible. Voilà, donc on est dans un monde où les gens peuvent vivre de l'écriture, tout va bien, voilà. Et donc ce serait un monde où je pourrais faire des textes qui à la fois auraient un caractère informatif, qui pourrait vraiment avoir une utilité concrète et pratique pour les gens, et qui en même temps me permettrait d'exprimer ma part artistique. C'est un peu ce que j'ai cherché à faire dans mon premier livre, qui est actuellement en train de se faire éditer, Autiste Martial. Du coup, c'est un témoignage sur mon autisme, donc il y a une part artistique assez forte, dans le sens où je parle pas mal de mes émotions, de ma conception du monde. Je parle de certaines de mes passions qui sont plus ou moins reliées à l'art. Je parle de ma synesthésie, par exemple. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, la synesthésie. Oui, mais tu peux le dire pour les auditeurs. Pour les auditeurs, la synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui fait que le cerveau va relier entre certaines expériences sensorielles, alors que normalement elles sont nettement séparées. Par exemple, un exemple de synesthésie assez commune, c'est les gens qui voient les nombres en couleur, genre ils vont te dire que le 1 c'est jaune et que le 2 c'est bleu et que le 3 c'est rouge, ce genre de choses. Ou alors, certains, par exemple, comme le peintre Kandinsky, ils vont voir les sons. Quand ils écoutent de la musique, ils vont voir des couleurs, des formes, quelque chose. Et donc, moi, je fais de la synesthésie et je passe un peu de temps à développer ça et puis à parler de mon rapport à l'écriture en fonction de ça. Mais en même temps, c'est aussi un livre qui se veut pratique, puisque je donne beaucoup d'indications sur la réalité de l'autisme en France, des conseils pour les diagnostics, je détaille tous les critères diagnostiques qui vont avec et tout. Donc finalement, c'est vraiment le prototype du genre de bouquin qui pourrait correspondre à cet idéal-là. Et c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire dans l'avenir avec d'autres sujets. Et même quand j'écris de la fiction, ce que je suis en train de faire là avec un roman que je coécris, en fait, c'est pas seulement un roman qui sert à raconter une histoire, c'est aussi un roman qui va transmettre des messages aux gens qu'ils pourront recontextualiser et réutiliser autrement, pour leurs intérêts, pour les intérêts des autres. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'écris un truc, il faut toujours qu'il y ait une portée didactique ou informative. Je peux pas juste écrire un truc et dire « Oh, regardez, c'est beau, regardez, je m'exprime ». Et donc finalement, l'équilibre FITE, chapeauté par Annie, ça permet de créer des choses qui
qui sont capables de réconcilier vocation et utilité. Après, il y a juste la question de est-ce que ça me permet de vivre ou non qui fait que c'est pas possible d'atteindre cet idéal. Mais voilà, sur le principe, ça ressemblerait à ça, en tout cas. Oui, donc comme quoi ça existe. Moi, en fait, j'ai un peu trouvé le moyen de faire le pont entre les deux et de rendre ça possible, le pont entre vocation et utilité. Parce que j'ai aussi été tentée à plusieurs reprises de vouloir vivre de mon art, que ce soit de l'écriture ou de la musique, mais il y a eu cet épisode que j'ai raconté tout à l'heure quand j'ai gagné un concours de nouvelles. Évidemment, ça m'a titillé de poursuivre avec l'écriture. Mais par la suite, j'ai aussi vécu d'autres épisodes qui ont fini par m'en dissuader. Par exemple, un épisode marquant que j'ai vécu, c'est celui où j'ai envoyé ma candidature pour un projet qui était d'écrire une adaptation en français d'une comédie musicale américaine qui allait être montée à Paris. D'accord. Et en fait, aux États-Unis, c'était devenu culte, en tout cas auprès d'un certain public. Moi, j'avais vu le film, puisqu'il y avait une adaptation film, j'avais adoré. Et donc, quand il y a eu un appel à candidature pour écrire l'adaptation des textes en français, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'en plus, il s'agissait de textes de chansons. C'est un exercice où je me sens assez à l'aise. Et au final, il gardait 2 candidats parmi toutes les candidatures et j'étais une de ces 2 personnes sélectionnées. Donc j'étais invitée à venir prendre part aux sessions d'écriture qui se déroulaient à Paris. Évidemment, j'étais super heureuse, mais sauf que j'ai vite déchanté. Pour la raison suivante, c'est que on m'avait bien dit le job n'est pas rémunéré. Et là, je me suis dit ouais, ok, d'accord. C'est dommage, mais bon, allez, je peux passer dessus parce que c'est une super expérience. Voilà, tu sais bien, tu connais ça. Mais vous payez en visibilité. Voilà, ouais. Ou avec une saucisse et un gobelet de bière. Dans les concerts, c'est bien aussi ça. Oui. Ok, donc j'étais prête à passer là-dessus. Par contre, je voulais au moins être remboursée pour mes frais de déplacement, pour l'hébergement et pour mes repas. C'est la base, quoi. Oui, et puis tu sais, voilà, moi je venais de Belgique et puis ça représentait des frais conséquents et que en plus à l'époque je pouvais pas me permettre. Sauf que là, on m'a dit désolé, mais il y a aucun budget pour ça. Donc moi finalement voilà, j'ai laissé tomber ça, j'ai décliné parce que je trouve que ne pas être payé pour un travail c'est une chose, mais en tout cas, si tu penses que tu vas pouvoir avoir un retour sur investissement d'une autre nature plus tard. Mais en tout cas, devoir payer pour offrir un travail, c'est une limite que j'ai pas franchie, j'ai pas voulu franchir. Et puis donc, déjà ça m'a refroidi. Et puis il y a eu un autre épisode. C'était c'était à l'époque de MySpace. Je sais pas si tu connais ça parce que c'est ancien déjà. Je connais de nom, après je l'ai jamais utilisé. Alors j'explique pour ceux qui connaissent pas, c'était une plateforme un peu genre réseau social mais avec une partie importante consacrée à la musique et donc c'était l'occasion pour qui voulait de donner une visibilité à ses compos musicales et aussi de créer un réseau avec d'autres musiciens. Donc moi j'y suis allée avec mon projet et mes compos de l'époque et c'est vrai que c'était assez sympa parce que il y avait d'autres personnes qui venaient écouter ce qu'on faisait et puis laisser un petit commentaire et vice versa, enfin c'était pas mal. Et puis un jour je reçois un email d'une femme, une certaine Alison Palmer et elle m'explique qu'en fait elle est chargée de la production musicale d'une série à succès. Et qu'elle a eu un coup de cœur pour une de mes compos, et elle me demande si elle peut la soumettre à sa hiérarchie pour éventuellement l'inclure dans la saison suivante. Alors moi, sur le coup, en fait, je suis super méfiante. Je me dis d'abord que c'est sûrement une arnaque, que c'est juste quelqu'un qui veut me piquer ma musique. Enfin, tu vois, je pars dans un gros délire parano avec les droits d'auteur, tout ça. Et donc, je commence à lui poser des questions. Et je lui demande, déjà, je lui demande c'est quelle série, je lui demande qu'est-ce qui va se passer si mon morceau est sélectionné. Tu vois, je voulais voir si j'allais pas être arnaquée, quoi. Et elle me répond. Alors déjà, elle me dit que j'ai qu'à taper son nom dans Google. Et puis, dans la suite de son message, en fait, je perçois bien qu'elle est un peu contrariée par ma réaction méfiante. Et en fait, elle me fait comprendre que je devrais être contente et que c'est surtout une opportunité que je devrais saisir. Donc là, je vais dans Google, je tape
Alison Palmer. Et effectivement, là, je vois qu'elle bosse pour... Alors, à nouveau, je sais pas si tu connais, c'est une série qui s'appelle L Word. Ah oui, enfin, j'ai jamais regardé, mais j'en ai déjà entendu parler. En fait, c'était... Alors, de nouveau, pour ceux qui connaissent pas, c'était une série qui parle du quotidien, des relations de groupes de femmes lesbiennes. Et le pire, c'est que je la regardais, cette série. Hein. J'aimais bien, mais en fait, je connaissais pas son nom, moi, Alison Palmer. Bon. Et alors, voilà, du coup, je lui réponds « Ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord, et que si elle veut, je peux même réenregistrer la piste avec une meilleure qualité. » Mais, eh ben, en fait, je crois que là, sur ce coup-là, je me suis grillée toute seule avec ma méfiance, parce que du coup, elle m'a plus jamais répondu. Enfin, voilà, pourquoi je raconte ces expériences, c'est parce que si je mets ça bout à bout, avec toutes les expériences que j'ai vécues avec mon groupe, les concerts, tout ce que ça implique, trouver des dates, négocier des contrats, croiser les doigts pour que tout le groupe soit disponible. Quand je mets tout ça bout à bout, il y a un truc qui me vient, hein, c'est une conclusion que j'en tire, c'est vraiment, et ça a un impact énorme sur la façon dont je vois les choses aujourd'hui, c'est que dès que je n'ai pas la main sur une partie importante du projet, ou en tout cas de paramètres importants, moi je peux pas envisager ça en tant qu'activité professionnelle dans laquelle je peux m'engager. Parce que s'il y a trop de choses qui dépendent pas de moi, de ma volonté, de mes actes, de ma disponibilité, de mes décisions, je trouve que c'est beaucoup trop aléatoire pour espérer en vivre sereinement. Et donc, si tu veux, pour moi, le truc, c'est vraiment de sortir de la dépendance par rapport à ça, c'est-à-dire d'attendre que les choses se réalisent juste selon la bonne volonté d'autres personnes. Et je trouve qu'on vit à une époque géniale pour ça, c'est-à-dire que on peut décider de tout faire soi-même, parce que tous les outils existent, tout est accessible maintenant. Aussi bien dans le domaine de la musique que dans le domaine de l'écriture, on peut tout faire soi-même. Et on n'a plus besoin de dépendre de la volonté des gens. C'est ça que je trouve génial. C'est vrai. Et après, malheureusement, on peut tout faire soi-même si on a le temps et les moyens, parce que... moi, par exemple, pour prendre le domaine de l'édition, dans lequel j'ai une formation à la base, donc il y a l'édition, l'édition traditionnelle, en tout cas, quand un auteur il envoie son manuscrit à un éditeur et que l'éditeur le sélectionne, à partir de là, l'auteur n'a pas un seul centime à dépenser. Le seul argent qu'il a dépensé, c'est le timbre pour envoyer le manuscrit par la poste, mais c'est l'éditeur qui va prendre en charge tous les risques économiques, et ensuite il va toujours demander du temps à l'auteur, puisqu'il va lui téléphoner, tout ça, pour se mettre d'accord avec lui sur les modifications du bouquin. Mais à partir de là, l'auteur il est safe, enfin, il ne peut rien perdre en fait. Au pire, il gagne rien, mais il n'a rien à perdre. Alors que s'il va faire de l'auto-édition, si jamais il imprime trop de bouquins par rapport aux bouquins qu'il vend, il va fonctionner à perte. Enfin, il peut vraiment y avoir un risque économique, puis surtout qu'après, il faut qu'il puisse stocker le trop-plein d'exemplaires et tout ça. Voilà, donc du coup, si quelqu'un veut publier un livre sans éditeur, parce que ça a des inconvénients aussi, il peut le faire tout seul, ou alors il peut faire ce qu'on appelle une maison à compte d'auteur, c'est-à-dire que quelqu'un va faire le travail, mais lui, il va payer, et il va avoir un peu plus d'autonomie qu'avec un éditeur classique. Mais du coup, voilà, il faut quand même qu'il ait un gros investissement à mettre à côté, et c'est difficile de faire ça en plus d'un autre métier, parce que ça prend vraiment des ressources, que ce soit en temps ou en argent, en espace, en plein de trucs. Donc faut vraiment s'investir à fond, et c'est souvent risqué en fait, à part si la personne elle a vraiment un bon matelas et ou qu'elle vit avec quelqu'un, qu'elle est sûre de s'en sortir, mais ça fait peur quand même pour un jeune auteur, quoi, de se lancer là-dedans. Oui, je comprends. C'est un peu comme si, à l'époque des CD ou des vinyles, les musiciens avaient dû investir eux-mêmes dans tout ce matériel pour pouvoir produire leur musique, et après ça se vaut pas. C'est la même chose. Mais là, c'est vrai qu'on parle du circuit traditionnel, mais en fait, ma vision des choses, je comprends que c'est pas la même chose pour tout le monde, et que j'ai bien compris que tu étais très attachée au livre papier. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé à le préciser, mais c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Tout le monde n'y accorde pas autant d'importance. Oui, mais on aura l'occasion de reparler. Moi aussi, j'adore le livre papier, mais c'est vrai que si c'est pour des questions d'autonomie et de pouvoir faire ce que je veux, ça me dérange pas d'aller vers le dématérialisé, parce que là, je gagne tellement en autonomie et je peux produire des choses sans prendre un seul risque financier.
C'est-à-dire que si tu pars du principe que tu as un ordinateur et que tu as une connexion Internet, et ben voilà, tu as une page blanche, tu commences à produire un truc, et après, grâce à tout ce qui existe, tu peux trouver les stratégies pour le vendre, et tu prends pas de risque, tu vois. C'est ça. Oui, c'est vrai, enfin... Pour peu que tu aies eu le temps de te former pour faire, par exemple, je reprends l'exemple d'un livre parce que c'est ce que je connais mieux, il faut pouvoir faire soi-même, savoir soi-même bidouiller un peu des logiciels de graphisme pour mettre le truc en page et faire la couverture et tout. Mais oui, c'est tout à fait possible de faire ça tout seul si on a la motivation. Je connais des gens qui le font. Ouais, c'est pour ça je trouve qu'on est à une époque où c'est génial, quoi. Bonjour, c'est Sébastien, je suis du type INFP. Alors l'art pour moi c'est quelque chose de fondamental. De manière générale c'est une grande récréation pour mon cerveau qui est en ébullition. Il se trouve que je suis HP, au potentiel, donc c'est vraiment quelque chose d'équilibrant. La forme d'art qui m'emporte le plus en ce moment c'est l'écriture. J'ai commencé juste simplement par un blog pour raconter mes aventures longue durée en montagne. En fait je pratique l'ultra trail et j'ai eu des retours très positifs. Alors j'ai poursuivi et je me suis lancé dans l'écriture de nouvelles, puis je me suis lancé dans des concours et l'an passé j'ai gagné 2 concours. Pour moi c'est vraiment une bouffée d'air. C'est une façon de me connecter à mon être le plus profond. Cet enfant qui est en moi quelque part, qui est enfoui sous des tonnes de couches. Quand je me fais ça, je prends un grand bol de joie. J'y vois apparaître des signaux vraiment directionnels que je n'aurais vu dans aucun autre exercice de développement personnel. Je peux vous donner un exemple. Si je me lance dans un collage, ça a vraiment nul autre pareil pour dévoiler les mystères les plus prégnants de mon inconscient. Je trouve que l'expression artistique est un superbe moyen de communication avec les autres. Elle permet de s'affranchir de toute cette couche intellectuelle que moi je trouve très limitante et qui empêche d'exprimer notre vrai moi. En fait, ça permet de toucher directement le cœur de l'humain via les émotions. Le besoin de créer, pour toi, tu dis que c'est viscéral. Pour moi aussi, ça l'est complètement, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Alors, justement, je voulais savoir pourquoi est-ce un besoin viscéral pour toi, et aussi pour prolonger cette question, parce que le terme viscéral, ça renvoie aux tripes, à l'instinctif, et donc finalement à SE en quelque sorte. Est-ce que ça signifie que l'objet de ta création doit absolument être concret ? Est-ce que tu as besoin de pouvoir le toucher, le sentir, le regarder ? Comme par exemple ce qu'on a dit tout à l'heure, un vrai livre en papier avec de l'encre, avec le son des pages que l'on feuillette. Ou bien, est-ce que tu peux aussi considérer une production dématérialisée en tant que création artistique, comme par exemple un article sur ton blog ? Alors, c'est une vaste question. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ce besoin viscéral ? Franchement, j'en sais rien. Il a toujours été là, aussi loin que je m'en souvienne. Et je pense que s'il fallait trouver une explication, je pourrais sûrement mettre ça en relation avec mon axe NI-SE, puisqu'effectivement, il y a une vision qui part de NI et qui, à la fin, doit finir par s'incarner dans la réalité en passant par toutes mes fonctions, quoi. Donc, c'est un peu le schéma d'accomplissement de base d'un INJ, même si chaque INJ va avoir sa façon de le réaliser. Donc oui, pour ma part, j'ai un énorme besoin d'avoir un objet entre les mains, en tout cas d'avoir quelque chose de concret. Comme j'avais expliqué dans l'épisode précédent, je crois, je suis vraiment fascinée par l'artisanat et par les choses que les gens créaient de leurs mains, parce que pour moi, c'est pas seulement le fait de créer un objet, c'est toutes les émotions et toutes les idées qu'on insuffle dedans. Et du coup, cet objet, c'est un peu la manifestation de tous les efforts qu'on a fait pendant des mois. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué qui plaisait beaucoup à Nidom en général, c'est le fait de tout réunir au même endroit. Et donc, quand on a un livre entre les mains, on n'a pas seulement un objet qui a été imprimé dans une imprimerie avec de l'encre et tout ça. On a aussi tout un processus créatif, tout un processus technique derrière. Il y a, je pense aux éditeurs qui font leur petite réunion avec leur planning et puis qui passent leur coup de fil aux auteurs, et puis aux négociations avec les imprimeurs, enfin toutes les étapes comme ça pour arriver à cet objet. Et sans compter évidemment les heures et les heures de travail de l'auteur à son bureau, enfin en tout cas pour certains livres. Et donc voilà, le fait d'avoir l'objet entre les mains, pour moi, c'est l'accomplissement de tout ça. Et c'est pour ça que c'est important pour moi. Du coup, au niveau des productions dématérialisées, alors dans l'absolu, je pense qu'un truc peut être artistique tout en étant dématérialisé. C'est juste moi, personnellement, qui a une préférence pour les choses concrètes. Sur mon blog, je considérais pas que je faisais de l'art, parce que je faisais... il y avait un petit peu... ça mettait en exergue un petit peu mes compétences artistiques, mais le résultat en soi, je considérais pas que c'était de l'art.
parce que c'était surtout de l'information. Après, si je faisais de l'art sur internet, genre si j'avais un blog de poésie ou un truc dans le genre, je pense que ça me manquerait en fait d'avoir juste du virtuel. J'aurais besoin ne serait-ce que de prendre un carnet chez moi et de noter mes poèmes dessus et de l'avoir juste pour moi dans mon bureau, tu vois. Ouais, je comprends. Tu parles de la place de SE dans l'expression artistique. Alors, je sais pas toi, mais moi je suis très maladroite et pataude. J'ai été mise à la porte de plusieurs clubs de danse car les professeurs ne savaient plus quoi faire de moi. Ils pensaient que je faisais exprès parce que c'était pas possible d'être aussi nulle naturellement, quoi. Donc je me suis tournée vers les arts martiaux justement parce que c'est un domaine où il n'y a pas besoin d'être léger, gracieux et féminin. Et est-ce que tu as déjà eu la sensation d'avoir un côté un peu bourrin comme ça, que ce soit dans tes gestes en général ou dans ta motricité fine ? Et si oui, est-ce que tu as adapté ça à ton style artistique ou est-ce que tu as fini par dépasser ce problème ? Alors, la maladresse de mon SE inférieur, ça va un peu mieux maintenant. Mais en tout cas, j'ai pas mal galéré avec tout ce qui était du domaine de la perception spatiale. C'est-à-dire me situer, m'orienter dans un espace et aussi évaluer les distances. Par exemple, la plus grande honte de ma vie d'enfant, je crois, ça s'est passé un jour à l'école. Je marchais dans la cour de récré, qui était remplie, il y avait plein d'autres enfants, parce que sinon c'est pas drôle. Et à un moment donné, bim, je me suis pris le poteau du panier de basket. Mais méchamment, j'ai cassé mes lunettes et pire que ça, j'aurais surtout voulu décoller un pavé de la cour et pouvoir me cacher en dessous pour me faire oublier. Je comprends. Ouais. Et cette histoire de lunettes cassées, elle a continué à me poursuivre un peu quand j'étais ado. En fait, c'est quand j'allais dans des soirées et on dansait et puis voilà, systématiquement je me cognais à d'autres personnes qui dansaient à côté de moi. Tu vois, le gros boulet sur la piste de danse, c'était moi. Je décroche pas aux jambes. T'aurais dû faire des arts martiaux en fait, je suis sûre que tu serais redoutable. J'en ai fait, mais en fait pour toi ça a été une issue mais pas pour moi. Et alors c'était pas les croche-pieds, non, c'était plutôt c'était nouveau les lunettes cassées, je me cognais la tête quoi. Oh là là. Et donc c'était et je me retrouvais avec une branche de lunettes cassées systématiquement. C'est arrivé je ne sais pas combien de fois et finalement mes parents tu penses bien, ils ont eu marre de faire remplacer mes lunettes. Donc à la fin je me retrouvais avec de l'adhésif enroulé autour de la branche. Comme Harry Potter. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais c'était très nul, c'était très inconfortable, et puis en plus ça tenait pas bien, donc j'avais les lunettes de travers sur ma tête, c'était la totale quoi. Alors aujourd'hui j'ai plus ce problème, mais je peux pas te dire si c'est parce que j'ai arrêté de danser ou si c'est parce que j'ai arrêté les lunettes. Moi en tout cas je n'allais jamais danser et du coup je rentrais pas dans les gens, donc je pense que s'il y a peut-être un lien. Voilà. Quand il y a pas de gens, je rentre pas dans les gens. En même temps oui, ça règle le problème. Est-ce que j'avais le même problème dans le métro moi, sauf que je cassais pas mes lunettes mais je passais mon temps à dire pardon parce que je bousculais tous les gens à force ils pensaient que je faisais exprès. Ah oui. Mais voilà, moi, pour ce qui concerne la danse, oh mon Dieu, les chorégraphies de groupe. Oh là là. Rien que d'y penser, j'ai la honte qui m'envahit là en fait. Ah oui, je comprends. Alors, j'ai déjà essayé plusieurs fois, tu sais, avec des cours, je sais plus, ça change de nom avec les modes, des cours où il faut faire des mouvements synchronisés avec plein d'autres femmes hyper dynamiques qui viennent de quitter le bureau, mais qui sont quand même à fond les ballons après une journée de taf et avec de la musique que j'aime pas trop et qui est aussi à fond les ballons et puis en plus devant un miroir où c'est vachement plus compliqué parce que tu te vois à l'envers. Ouais. Et donc moi ce genre de cours pour moi c'est une véritable catastrophe. On m'a jamais mise à la porte, mais je me suis mise à la porte toute seule pour essayer de sauver ce qui me restait de dignité. Mais et toi, on t'a vraiment mise à la porte ? Oui, alors une fois c'était d'un club et une fois c'était d'un cours de danse dans un centre de loisirs. Alors dans le centre de loisirs, c'était pas particulièrement méchant, mais je l'ai quand même un peu mal pris. C'est-à-dire que un samedi sur deux, j'allais dans une école du coin pour faire des activités. On faisait un peu de tout, on faisait des échecs, du foot, il y avait plein de trucs. Et un jour, je suis allée dans un atelier de danse. Et en fait, il fallait faire une chorégraphie et je n'arrivais absolument pas à la suivre parce que je n'arrive pas à reproduire les mouvements qu'on me montre et encore plus quand il faut être synchro avec les autres.
Et au bout d'un moment, la prof, elle a vu une de ses collègues passer, et puis elle lui a fait signe, et après, elle m'a prise, comme si j'étais un objet. Puis elle m'a amenée vers la dame en disant tiens, prends-la, fais un truc, parce que moi, là, je sais pas quoi faire avec celle-là. Et moi, j'étais là, mais enfin Et l'autre fois, c'était dans un club de gymnastique rythmique, et même problème que d'habitude, j'arrivais pas à reproduire les choses qu'on me montrait à cause d'un problème de coordination et tout ça. Et la prof a fini par en avoir marre de moi et par trouver que je pourrissais un petit peu son club de petites filles parfaites en juste au corps, et donc elle m'a fait une série de crasses en fait. Bon, déjà, de base, je savais bien qu'elle m'aimait pas parce qu'elle me mettait toujours très très en arrière dans les spectacles pour que personne me voie. Je savais que j'étais pas très gracieuse, mais quand même, au bout d'un moment, c'est un petit peu vexant. Et tous les ans, il y avait un photographe qui venait, et en fait, il passait la séance à nous prendre en photo pendant qu'on s'entraînait, ou alors on faisait des photos de groupe et tout. Et à la fin, la prof, elle affichait toutes les photos sur le couloir et on pouvait acheter celles qu'on voulait. Et ma dernière année, il n'y avait aucune photo de moi. Et du coup, je suis venue la voir en disant « Mais vous avez oublié d'afficher les photos de moi ?» Et elle me regarde et fait « Ah bah c'est dommage !» C'est horrible. Là, je me suis dit clairement... Et il y a une fois aussi, après ça, là, c'est vraiment le truc qui m'a fait dire « L'année prochaine, je ne reviens pas ». C'était à la toute fin de l'année, on préparait le spectacle. Et je comprenais pas une figure qu'il fallait faire. Et à un moment, elle est venue, elle a pris mes bras et elle les a violemment mis dans la bonne position. Et je me suis mise à pleurer et elle s'est retournée, elle a failli me gifler. Et j'avais quel âge ? J'avais 9 ans, je crois, ou 10 ans. Et ça m'a vraiment traumatisée, en fait. Et je me suis dit, mais je retourne plus jamais dans cet endroit, quoi. Tu m'étonnes. Et vraiment, déjà que j'avais pas du tout confiance en moi au niveau du sport, parce que j'étais pas douée à l'école, je manquais vraiment, vraiment beaucoup de confiance en moi. Mais alors là, ça m'a achevé. Ouais, non, c'est clair, c'est traumatisant. Ouais. Mais donc c'était aussi pour moi un calvaire, ce principe des... À partir du moment où c'est dans des chorégraphies de groupe où il faut imiter les autres, ça va pas. Donc pour répondre à ta question sur comment j'ai fait aujourd'hui dans mon style artistique, est-ce que c'est une adaptation ? Bah oui, en fait, c'est une adaptation qui tient compte des forces et des faiblesses de ma personnalité. Et en fait, ce qui me sauve, c'est que j'ai un très bon sens du rythme. C'est quelque chose de très important pour moi, qui intervient dans beaucoup d'aspects de ma vie. C'est le rythme. Et ce qui fait que si je veux bouger sur de la musique, tout va bien. Je peux facilement me synchroniser aussi longtemps que je suis libre de mes gestes et déplacements et que je ne suis pas obligée de reproduire les mouvements d'autres personnes. Et voilà, il y a ça. Et puis un autre avantage avec mon groupe, c'est qu'on a souvent été filmés, que ce soit dans les répètes ou dans les concerts. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour s'observer et pour corriger des trucs. Quand on voit un peu la dégaine qu'on a, c'est un peu comme j'avais fait avec ma voix. J'avais expliqué ça dans l'épisode 2 sur le temps. Je m'étais enregistré beaucoup. Et puis après, t'écoutes et t'essayes de corriger. Voilà, c'est un bon moyen pour s'améliorer en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement quelques artistes parmi ceux qui m'ont vraiment marqué, qui ont parlé d'une façon ou d'une autre à ma personnalité. Alors ces artistes, je les ai tous vus en concert. Je trouve que c'est une précision importante parce que dans les concerts, on peut mieux capter l'énergie d'un artiste, en tout cas beaucoup plus qu'en écoutant seulement ses albums à la maison. Et donc l'idée ici, c'est de vous faire découvrir des nouveaux univers, si vous ne les connaissez pas en tout cas. Je vais essayer de faire court autant que possible pour pas trop prendre de temps ici, et puis je vous laisserai toutes les infos en description. Alors je vais commencer par ma référence ultime qui s'appelle Shannon Wright. C'est une artiste américaine. Donc elle écrit, elle compose, elle chante, elle joue de la guitare et du piano. Elle est classée dans la catégorie rock alternatif. Shannon Wright, elle m'est tombée dessus il y a maintenant 12 ans. J'ai entendu un seul titre sur une compile et là, ça a été gros coup de foudre sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Mais je sentais que j'étais tellement attirée par le type d'énergie qu'elle transmettait. Alors, je suis allée la voir en concert et là, ça a été cette fois-ci le gros coup de massue. Je me suis pris une dose d'intensité à laquelle j'étais pas du tout préparée parce que l'essence de Shannon Wright, c'est vraiment live. Elle est complètement habitée, elle donne tout sans filtre et moi, en tout cas, j'en ressors à chaque fois complètement retournée, bouleversée, et ça me retourne carrément les tripes. Alors, il y a 12 ans, donc c'était en 2009, j'étais pas encore dans le MBTI, mais aujourd'hui, je peux analyser que Shannon Wright est très probablement INFJ, et donc je comprends pourquoi son énergie me parle
tellement. Et quand je pense que mon attention a été captée instantanément avec un seul titre, alors que je ne connaissais rien des personnalités à ce moment-là, je trouve que c'est quand même interpellant. Et d'ailleurs, pour tous les artistes que je vous présente maintenant, c'est la même chose. Je ne connaissais pas leur type de personnalité au moment où j'ai accroché, et l'analyse est venue a posteriori. Donc voilà, Shannon White, en tout cas, si vous aimez l'intensité à l'état brut sur scène. En fait, c'est un mélange d'intensité brute et de fragilité aussi. Alors la deuxième que je vais vous présenter, elle s'appelle Diamanda Galas. Alors attention, ici on arrive vraiment dans les profondeurs extrêmes de NI. Diamanda Galas, c'est une sorte de diva sortie tout droit des flammes de l'enfer. Son image déjà est très dark, toujours vêtue de noir, des longs cheveux noirs, un regard noir, un maquillage très voyant, très criard, et qui est en fait son image de scène, parce que pour l'avoir déjà vue au naturel, c'est tout à fait différent. Donc oui, Diamanda Galas, c'est quelqu'un d'extrême, et son œuvre est extrême aussi. Par exemple, elle a poussé ses compétences vocales très très loin. Sa voix peut couvrir 3 octaves et demie. Je ne vais pas partir dans les explications théoriques ici, mais voilà, c'est une compétence rare. Elle chante dans plein de langues différentes, et son instrument, c'est un imposant piano à queue. Et là aussi, elle a développé des compétences impressionnantes. Son œuvre, c'est très expérimental, c'est avant-gardiste. Elle fait plein de trucs flippants avec sa voix, des hurlements, des sons bizarres qui semblent même pas être humains. Elle passe des très graves aux très aigus. C'est provocateur. Je veux dire, ceux qui regardent ça au premier degré vont surtout voir une espèce de folle furieuse sataniste. Mais voilà, elle est complètement dans une démarche vraiment hors norme. Et puis c'est très engagé aussi, c'est très militant, parce que dans son histoire, elle a son frère qui est décédé du sida dans les années 80, et donc elle s'est beaucoup impliquée pour la cause des homosexuels. Elle a pris position contre l'attitude de l'Église catholique vis-à-vis de l'épidémie du sida, et d'ailleurs elle a même enregistré un album dans une église pour ça. Voilà. Il doit y avoir de bons acoustiques en plus. Ouais, d'ailleurs. Ouais. Alors les spectacles de Diamanda Galas sont devenus très rares parce que elle a aujourd'hui 65 ans, mais je peux témoigner et vous dire que un concert de Diamanda Galas, on n'en ressort pas indemne. C'est d'une profondeur, d'une rigueur et d'une noirceur que mon intuition introvertie kiffe à mort. Et je pense que c'est le premier concert de ma vie où j'ai pleuré, tellement je me suis pris une déflagration à l'intérieur. Diamanda Galas, c'est INTJ. Et d'après ce qu'on sait de sa vie privée, c'est quelqu'un de très solitaire qui vit dans sa grotte. Tout concorde. Son univers, évidemment, vous l'avez bien compris, ça convient pas à tout le monde, loin de là. Donc c'est pour vous, si vous êtes attiré par des trucs entiers, où la personne y va à fond. Voilà. Alors maintenant, je veux aussi vous présenter un groupe avant-gardiste allemand. Et là, je vais me risquer à prononcer le nom, pardon pour l'accent, si vous parlez allemand, excusez-moi. Donc ça s'appelle Einstürzende Neubauten, voilà, quelque chose comme ça. Ça a l'air pas trop mal. Ouais. Merci. Ils font de la musique industrielle, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent des outils, par exemple des tronçonneuses, ou pas mal d'objets de récup, des bouteilles en plastique, des caddies de supermarché où ils ont frappé dessus avec des barres en métal, des instruments de musique qui sont bidouillés, des tournées. Encore une fois, c'est vraiment en concert que vous pouvez vraiment réaliser l'ampleur du phénomène. Ils chantent en allemand et parfois en d'autres langues. Les textes semblent très travaillés, mais malheureusement mon allemand est trop rudimentaire pour que je puisse en profiter pleinement. Et à la tête de ce groupe, il y a le très charismatique Blixa Bargeld, qui est un personnage bien ancré, qui impose une sorte d'autorité naturelle, d'apparence froide, mais avec un humour subtil et pince sans rire. Donc on voit qu'il mène le projet sans concession, c'est vraiment le chef d'orchestre, on sent bien qu'il est venu avec sa vision pour le groupe. C'est un peu comme Diamanda Galas, il a aussi cette intransigeance et cette rigueur, que ce soit avec ses collaborateurs, mais aussi avec le public, parce que, par exemple, il y a un titre qui s'appelle Silence is Sexy, donc ça parle du silence, ça joue beaucoup sur les instants de silence,
Et donc, à ce moment-là, ne soyez pas la personne du public qui tousse pendant un moment de silence, parce que vous risquez de subir les foudres de Blixa Bargeld, qui est d'ailleurs INTJ, lui aussi. Voilà. Alors, là, je viens de vous le décrire tel qu'il est maintenant, très posé, mais quand le groupe a commencé, il ressemblait plus à une sorte de punk, anarchiste, malingre et complètement incontrôlable. Donc, voilà, je m'y risque une seconde fois. Ein Stürzende Neubauten, si vous aimez les expérimentations sonores et l'allemand. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel animé japonais qui s'appelle Violet Evergarden, qui comporte 14 épisodes et 2 films, dont un qui n'est pas encore dispo, je crois. Donc l'ensemble est trouvable sur Netflix. Et donc, c'est un animé qui prend place dans un univers fictif, mais qui est inspiré de l'Europe du début du XXe siècle, en gros. Et en gros, c'est un pays où une longue guerre vient de se terminer. Et on suit l'héroïne, Violette, qui est une ex-enfant soldat, qui est en fait renvoyée à une vie normale après avoir participé à cette guerre. Sauf que le problème de Violette, c'est qu'elle n'a jamais eu de vie normale, et du coup, elle n'a jamais appris à sociabiliser et à s'ouvrir à ses émotions et à être en lien avec les gens. Donc elle se comporte un petit peu comme une autiste Asperger, en plus d'avoir des réflexes de soldat. Et un autre problème qu'elle a, c'est que pendant sa dernière bataille, elle a été séparée du major pour lequel elle travaillait. Et elle était très très liée à ce dernier, c'était un petit peu son père de substitution. En fait, elle sait pas du tout ce qu'il est devenu et personne ne le sait vraiment apparemment, et du coup elle est complètement dévastée par ça et ça l'obsède et elle veut absolument le retrouver. Et donc à partir de ce contexte-là, elle va être adoptée par une famille après la guerre, la famille Evergarden, et ils vont essayer de la réintégrer en société malgré ses réticences et le fait qu'elle n'arrive pas à sortir de la guerre en fait dans sa tête parce qu'elle n'a jamais connu que ça. Et donc ils vont l'envoyer travailler à la poste du coin. Et en fait elle exerce un métier qui serait aujourd'hui celui d'écrivain public. En gros, ce qu'elle fait, c'est que ses clients viennent la voir parce que beaucoup de gens ne savent pas bien écrire en fait dans l'univers où elle vit. Et donc son boulot, ça va être de retranscrire les émotions et les pensées des gens par l'écriture, notamment à travers des lettres, mais ça peut être beaucoup de choses. Elle va se retrouver au chevet d'artistes qui n'ont plus d'inspiration, ou de gens qui veulent écrire des lettres d'amour mais qui savent pas trop comment faire. Enfin, beaucoup de situations différentes. Et en fait, au début, elle a beaucoup de mal avec ce travail parce que si elle est très douée sur le plan technique, elle n'a pas de mal pour taper à la machine à écrire, pour trouver comment bien formuler, mais elle y connaît absolument rien en émotions humaines. Et donc, du coup, elle a une façon très très mécanique et pas subtile de retranscrire les choses. Et du coup, elle décide de continuer à exercer ce métier malgré tout pour en fait en apprendre plus sur les gens et sur ses propres émotions surtout. Et en fait, elle veut utiliser ce métier pour explorer ce qu'elle ressent par rapport au major pour lequel elle travaillait et essayer aussi d'accepter le fait que peut-être elle le reverra jamais et ce genre de choses. Et donc voilà, on va suivre ses péripéties et comment elle évolue dans son métier et les gens qu'elle rencontre et ce que lui apportent toutes ces rencontres. Et en fait, Violet Evergarden, c'est un des plus beaux animés que je connais, en fait, autant au niveau graphisme qu'au niveau musical et aussi au niveau émotionnel. C'est très très mélodramatique. Alors moi d'habitude le mélodramatique je n'aime pas du tout ça, pour précision, je trouve ça ennuyeux. Enfin, quand il arrive plein de malheur à un personnage ou que l'ambiance est trop triste et tout, voilà, je me fais chier quoi, franchement. Mais là j'ai vraiment beaucoup accroché. Il y a même un épisode où j'ai pleuré comme une madeleine devant, alors que d'habitude c'est vraiment très très rare que ça m'arrive. Vraiment j'étais extrêmement touchée par ce qui se passait. Et pour peu qu'on ait une certaine sensibilité artistique et qu'on s'intéresse à l'écriture ou à l'expression émotionnelle, je pense que c'est un animé qui peut plaire à vraiment beaucoup de gens. D'ailleurs, peut-être que des gens en ont déjà entendu parler parce qu'il il est devenu assez populaire quand il est sorti en 2018 et c'est pour ça qu'ils font des films en fait pour prolonger la série. Et donc voilà, c'est une œuvre que je conseille et aussi il n'y a pas du tout besoin d'être habitué à l'animation japonaise pour le regarder parce que ça se passe dans un pays fictif qui est plutôt de culture européenne et l'œuvre est très très peu estampillée culture japonaise donc et même la VF d'ailleurs est de très très bonne qualité donc du coup même si la japanimation c'est pas votre truc, vous pouvez quand même le regarder, il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, cette Violette, elle te ressemble un peu, non? Un petit peu. En fait, je pense qu'elle est ISTJ. Mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est une série qui globalement parle d'une adolescente qui découvre qu'elle possède un FI, grosso modo, parce que un des enjeux de la série, ça va être que
En développant ses émotions, elle va commencer à prendre conscience de toutes les choses qu'elle a faites quand elle était soldat et commencer à éprouver de la culpabilité et à se poser des questions morales qu'elle se posait pas avant. Et c'est vrai que c'est un enjeu c'est quelque chose dans lequel peuvent s'identifier beaucoup de TJ à mon avis, parce que t'as beaucoup de TJ qui, pendant une partie de leur vie, vont faire des choses de manière très pragmatique, et puis au bout d'un moment, ils vont se dire non, mais quand même, c'était pas très sympa et tout, puis ils vont se sentir vraiment, ça va les prendre au corps, quoi, au bout d'un moment. Et donc, c'est vrai que je me suis pas mal identifiée à ce personnage pour ça. Ouais, d'où le fait que ça a dû justement particulièrement te toucher, j'imagine. Oui. Mais après, je connais beaucoup de gens qui sont pas du tout ITJ, mais qui ont quand même bien chialé devant Violet Evergarden. Ouais, à mon avis, je vais être cliente. Et allez, encore un petit peu, et puis j'arrête. Ouais, le problème avec la musique, c'est que je peux en parler pendant des heures. Hein. Mais là, comme je viens de vous présenter 3 artistes dans la famille des INJ, mais maintenant, je pense que je vais plutôt aller vers de l'ENTP. Je suis pas sûre à 100%, hein. Je dois encore un petit peu étudier la question, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en première impression. Et donc, c'est une artiste qui s'appelle Julia Lanoé. Ça, c'est son vrai nom, mais son nom de scène, c'est Rebecca Warrior. Ça dit déjà quelque chose. Elle est impliquée dans plusieurs projets, et là, elle vient de créer son propre label pour réunir des artistes atypiques, où elle veut défendre des valeurs queer, transféministes, antiracistes, résistantes et véganes. Alors, un petit mot sur les 3 groupes. Donc, c'est Sexy Sushi. Alors ça, c'est un duo électro, techno, disco, clash, hardcore, tout ce que vous voulez, mais c'est surtout complètement barré, disjoncté, avec une démarche totalement iconoclaste et hilarante aussi. Je vous laisse par exemple chercher le morceau « J'aime mon pays », interprété en live. Ou l'intervention mémorable, ça se trouve sur YouTube, hein, l'intervention mémorable sur le plateau de France 3 dans l'émission Ce soir ou jamais avec le titre Sex Appeal, et qui à mon avis n'est pas prêt de se reproduire. Alors l'autre groupe, Mansfield Tia, on est, mais alors complètement ailleurs. Là on passe dans un univers intimiste cette fois-ci, où Julia est accompagnée de Clara, qui est une violoniste de formation classique, mais voilà, dans la pratique, elles sont toutes les 2 multi-instrumentistes. Alors Mansfield Tia, c'est à la fois poétique, sombre, beau, léger, amusant, triste, décalé, désillusionné, c'est touchant, c'est profond, bref, c'est vraiment un petit diamant mi-brut, mi-poli. Les textes sont le plus souvent en français, comme dans Sexy Sushi, et d'ailleurs, pour ma part, c'est à peu près les seuls trucs en français que je peux écouter. Et là, il y a un nouvel album qui est sur le point de sortir, et avec ça, une nouvelle tournée de concerts. Génial. Et puis voilà, le dernier groupe en date pour Julia, c'est Compromat, en collaboration cette fois-ci avec Vitalik, qui est un des piliers de l'électro en France. Et donc ici, c'est de l'électro pur, et c'est chanté en allemand. Donc ça déboîte, c'est du haut niveau. Personnellement, je suis accro et j'espère que la collaboration va se poursuivre au-delà d'un seul album. Merci en tout cas, Julia, de nous offrir tous tes univers et ta plume unique qui personnellement me fait rêver. Voilà, bon, la chouette, si tu peux appuyer sur le bouton off là maintenant, s'il te plaît, parce que je suis hors de contrôle. Non, mais franchement, j'ai réécouté tout ça parce que je suis assez curieuse et ouverte avec la musique. Je peux écouter. Après, je vais pas forcément écouter régulièrement, mais au moins pour l'expérience, je suis prête à tester vraiment beaucoup de trucs. Génial. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça pour toi où tu pourrais parler pendant des heures alors que tout le monde a juste envie d'aller dormir? Oh bah les animaux par exemple. On pourrait faire une émission à ce sujet. Ah tiens, c'est une idée. Ah tiens, on va en parler. Voilà, je crois que ça y est, on est arrivé au bout de cette émission, dis donc. Et oui. Est-ce qu'il y a des artistes qui nous écoutent ici? Parce que si oui, c'est le moment maintenant de créer votre plus beau chef-d'œuvre de tous les temps. Et pour ça, je vous propose de peindre un magnifique pouce en bleu, s'il vous plaît. Bleu azur, bleu ciel, bleu lagon, tout est bon, sauf le rouge sang. Et pour rejoindre la grande famille des artistes atypiques, abonnez-vous dès maintenant. Et si votre truc, c'est la musique, faites monter les décibels en activant la cloche. Mais si vous êtes plutôt branché écriture, eh bien, c'est le moment de nous écrire un joli petit poème en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter cette émission sur les plateformes de podcast, voire en description. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous dans 2 vendredis à 22h. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.